Eh bien, bienvenue dans ce quatrième podcast. Donc cette fois, comme vous avez vu dans le titre, ça sera sur ce qu'on appelle l'autophobie. Alors qu'est-ce que c'est l'autophobie? On va commencer déjà par donner une définition pour commencer le podcast. Ensuite, dans la deuxième partie, on parlera de comment elle se manifeste, cette autophobie. Au final, pour finir, on parlera des moyens de s'en sortir. Je te propose peut-être parce que toi, une notion c'est de toi que j'ai appris, en fait, pas appris la notion, parce que c'est une notion qu'on a un peu tous quand on est militant communiste, Mm. enfin révolutionnaire communiste, maoïste comme on est. C'est de toi que j'ai entendu pour la première fois ce mot. Je te propose de commencer par le définir, déjà de manière simple, et après on élabore un peu. Bah, le terme d'autophobie, il a été développé par le philosophe et marxiste Domenico Losurdo, qui en a parlé, enfin, il parle de manière générale d'autophobie. Donc, qu'est-ce que c'est l'autophobie? Ça veut dire littéralement la peur comment dire, la peur de soi-même ou la haine de soi. Et Losurdo parle de ça notamment dans les mouvements politiques et intellectuels, notamment à gauche. Et c'est le fait qu'en fait, il y a l'autophobie se manifeste principalement par, comment dire, une volonté disproportionnée de vouloir condamner les crimes et comment dire, les échecs qu'ont pu connaître les régimes socialistes, tout en ignorant ou en minimisant les crimes tout aussi importants du capitalisme, du colonialisme ou comment dire, ou de l'impérialisme. Donc le sourdo, en fait, il met en avant le fait que l'autophobie, comment est-ce elle se développe, c'est souvent une autophobie morale vis-à-vis de l'Union soviétique, principalement, et comment est-ce qu'on a réussi à mettre un point d'équation entre le nazisme et le communisme. Toute la légende noire qui s'est construite autour du communisme, ou en tout cas autour de, encore une fois, l'Union soviétique ou du socialisme réellement existant, c'est-à-dire les purges staliniennes, le goulag, etc., sans remettre dans le contexte historique la manière dont s'est développée la révolution, dont s'est développé le socialisme en URSS, etc., etc. Il met ça en avant et je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément, cette façon de traiter comment dire, de traiter notre histoire, notre mémoire, et comment est-ce qu'on peut de nouveau retrouver une certaine confiance idéologique vis-à-vis de notre propre histoire. Donc voilà, grosso modo, c'est de là que comment dire, par le concept. Après, on en parlera peut-être dans une autre partie, enfin, un peu, mais il y a aussi un autre politologue américain qui s'appelle Michael Parenti, qui a notamment écrit. Alors en anglais, son bouquin c'est Black Shirts and Red, c'est Rational Fascism and the Overthrow of Communism, et en français c'est Le mythe des jumeaux totalitaires. Et lui il reprend un peu cette idée-là développée par Losurdo, mais lui il parle d'autophobie. Lui il parle de masochisme moral de la gauche vis-à-vis de sa propre histoire. Dans les discours, on va dire autophobes, il y a des fois l'impression qu'on est en face d'une séance de BDSM. Donc je suis assez d'accord. Ouais. Oui, bah moi, voilà, c'est comme ça que je l'avais bien compris en fait cette notion, notamment dans le fait que, en fait, quand on essaye de tirer un bilan, en fait, il n'y a pas de bilan de tirer des expériences socialistes, jamais, parce qu'en fait, le bilan, il est sous-entendu tiré pour nous d'avance, dans le sens où il suffit de. Les positions sont extrêmement polarisées, c'est-à-dire que si tu critiques, c'est que tu rejettes en bloc, tu ne fais pas une analyse détaillée, tu juste dis, bon, il y a eu les purges, donc l'URSS c'était légal le nazisme, etc. C'est-à-dire que même dans une discussion, c'est même le préalable de la discussion, dans les discussions avec des libéraux, des anticommunistes, ou juste des gens entre guillemets classiques qui sont pas militants. C'est-à-dire que on est toujours plus ou moins obligé de dire oui, c'est vrai que le communisme dans les faits ça a été blablabla horrible, que des crimes absolument atroces à chaque seconde de l'existence de l'Union soviétique
ou de la Chine maoïste, mais la Chine, on parle moins de la Chine en réalité dans ces discussions, c'est plus l'URSS et spécifiquement période stalinienne. Et en fait, il n'y a jamais une vraie analyse qui est faite. Il y a pas enfin, il y a jamais une approche, j'ai envie de dire, scientifique, même qu'elle soit libérale ou quoi que ce soit. Je parle dans les discussions, on va dire, classiques avec les gens. Bien sûr que dans l'histoire, comment dans les milieux académiques historiques, ces discussions existent pour de vrai, les résultats de ces discussions, ou le contenu plutôt de ces discussions et de ces débats sur la période soviétique, la période stalinienne notamment, et les autres régimes socialistes, et ils sont pas reflétés dans ces discussions. C'est toujours binaire. C'est toujours, par exemple, le PCF, pour prendre l'exemple du PCF, quand ils sont sur un plateau télé, quand vous avez, moi je me souviens de Chassaigne il y a plusieurs années, mais qui avait dit immédiatement, et dire ah oui, 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 hein, je crois que, si je me souviens, on lui demandait oui, pourquoi vous gardez le terme communiste dans votre parti? Et il dit alors que ceci, cela, le communisme a été. Et lui, il embraye immédiatement, il dit immédiatement oui, oui, ça a été horrible, il y a eu plein de choses, mais. Et après, là, il donne il fait tout un laïus sur le fait que oui, mais nous, c'est un communisme humain, blablabla, et tout ça. Et donc, en fait, il y a une sorte de soumission au narratif historique sur toutes, ou presque toutes, bon, selon, ça dépend des personnes, mais en gros, de l'URSS d'époque stalinienne, c'est-à-dire le truc le plus symbolique dans la tête des gens de ce qu'est le communisme, il y a une soumission au narratif libéral, bourgeois et impérialiste occidental sur sur cette expérience. Et ce narratif, le narratif même pas le narratif académique, le narratif politique 100%. Et ça de la part même de la part de la gauche, mais de la gauche française, on peut parler de française, mais en réalité de toute la gauche occidentale, voilà, excepté quelques on va dire, groupuscules marginaux dont on a pu faire partie, nous, d'ailleurs. C'est une soumission totale à ce narratif. Alors, il y a des goûts différents, mais c'est généralement ça, quoi. Et c'est ça que je retrouve un peu dans le... C'est ça que moi, je vois comme étant de l'autophobie, quoi. C'est cette démarche-là de s'excuser avant même de pouvoir parler du contenu. Et ça, c'est le plus gros problème, en fait. Parce que si tu perds dans une discussion 30 minutes à devoir imposer un contre-narratif, bah tu parles plus du contenu, il te reste 5 minutes pour parler du contenu et de que faire, si j'ose dire, dans notre situation présente, en l'occurrence dans la société française. Et ça, pour moi, c'est un énorme, c'est une énorme épine dans le pied, en fait, pour tous les révolutionnaires. Et en vrai, je finis mon petit tunnel là-dessus. En vrai, quand je dis tous les révolutionnaires, c'est même toute la gauche en réalité. Parce qu'en réalité, toute cette autophobie, elle est utilisée par tout ce qui est réactionnaire ou très conservateur contre, contre tout, quoi, contre tout ce qui peut paraître un peu de gauche. Je veux dire, c'est pas juste les gros staliniens comme nous qui se font défoncer la gueule, qui se font défoncer la gueule, parce qu'en réalité, nous, ils s'en foutent en réalité, mais ils vont attaquer. Toute l'extrême gauche, elle est disqualifiée d'entrée, mais de toute façon, dans la politique française, l'extrême gauche, elle vaut rien. Mais quand on voit France Insoumise qui, dans le contenu politique, est globalement une gauche finalement assez social-démocrate, j'aime pas faire le cake en mode c'est social-démocrate, faut les disqualifier entièrement, mais on va dire que dans le contenu politique, c'est ça. Et en réalité, si vous creusez tous un petit peu, même dans l'histoire, même quand François Hollande a été élu au tout début, en 2012, il y avait déjà une sorte de... Enfin, dans les discours de la droite contre Hollande, j'espère qu'il n'y a pas à expliquer en quoi Hollande n'était pas un danger pour, on va dire, un danger bolchevique extrême. Mais quand il parlait de la taxe à 75% sur les ultra-riches, bah, la contenu rhétorique, enfin la forme rhétorique, la rhétorique qui était utilisée contre lui, c'était finalement beaucoup d'anticommunisme qu'on utilise contre nous aussi, quoi. Donc au final, c'est vraiment un truc dont il faut se débarrasser, et pas pour ne pas être critique
pas pour pas avoir un discours critique contre l'Union soviétique ou pour des expériences socialistes, mais au contraire pour pouvoir en avoir un, pour avoir un narratif qui soit réel, qui soit plus proche de quelque chose de rigoureux, quoi. Et oui, bah, tu l'as bien dit, mais je le répète, oui, effectivement, ça sert. L'omniprésence de ce narratif, il permet aussi de rendre l'alternative, donc la conservation, la réaction, euh, comme étant la seule voie possible. There is no alternative, comme disait Margaret. C'est une façon de rendre impossible une autre vision du monde, quoi, de s'imposer, quoi. Moi, je suis d'accord. Après, même au-delà de ça, pour reprendre ce que tu disais, le véritable problème, en fait, c'est que si tu te fais avoir tout de suite par des arguments moraux, t'as perdu. Dans le sens où, comment dire, les arguments moraux vont toujours être utilisés pour dire voilà, le communisme c'est tant et tant de morts, machin bidule, c'est le totalitarisme, etc., etc., etc. Or, on n'applique jamais comment dire, ce type de critique de manière générale au capitalisme, à l'esclavage, au génocide, à la violence, à la violence impérialiste, etc., etc. Tu vois, c'est un peu mis sous le, c'est un peu mis sous le boisseau. Et je trouve que c'est ça le problème, c'est que si on rentre dans le jeu de la morale pure, c'est pas qu'on perd, mais c'est juste que on n'arrivera jamais à avoir une critique politique et qui soit apte à discuter en fait à discuter du fond. Tu perds en fait sur la question de la morale. De toute façon, c'est finito. Et même au-delà de ça, le simple fait que l'histoire de ce qu'a été le moment de ce qu'a été le moment communiste du siècle dernier, on peut dire, je raconte le fait de dire que le siècle dernier qui s'est ouvert avec 1917 et c'est fini en 91 avec la chute de l'Union soviétique ça a été le siècle du communisme. Et moi c'est une réflexion que je me suis déjà faite. Je me suis dit c'est quand même étrange. Enfin c'est pas étrange, mais la manière dont est présenté le communisme, c'est c'est une des seules idéologies qui est présentée systématiquement de manière policière. C'est-à-dire que quand on va te parler de ça, on va directement te dire ah, vous voulez le communisme, ça veut dire que vous voulez les goulags, vous voulez la famine, vous voulez la répression politique, vous voulez etc. 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 Ce que je trouve, comment dire, ce que je trouve être compliqué après comme position à devoir contrebalancer, parce que tu es toujours dans la position de oui mais non, mais vous voyez, machin, il y a eu ci, il y a eu ça, nanani, nanana, donc tu es toujours un peu dans le t'es toujours obligé de devoir un peu battre en traite, mais surtout le fond du problème qu'il y a avec l'autophobie et le fait qu'on se fasse attaquer là-dessus, c'est qu'il y a une perte de critique qu'on peut avoir vis-à-vis de ces expériences-là, et aussi le fait de mettre en avant ce que ces expériences-là ont réussi à faire. Et on en arrive à un point où le goulag, c'est le symbole universel de ce qui est le plus terrible dans l'histoire du monde, etc. Alors toute la modernité capitaliste depuis 1492, ça a été ça a été les guerres coloniales et néocoloniales, l'esclavage, les génocides, etc. Et là par contre ça a été normalisé, ou alors on l'a oublié, ou alors tu vois c'est mis un peu ça c'est mis de côté, tu vois, c'est une espèce d'accident de l'histoire, tu vois. Et cette asymétrie, elle n'a pas été créée de base elle a pas été créée de base par les communistes, hein. C'est juste que on a bien plus vive de ce qu'a été de ce qu'a été le communisme, et surtout dans tout ce qui a été de violent, etc. Alors on a plutôt une amnésie vis-à-vis des crimes qui ont été commis qui sont commis par le capitalisme. Et donc il y a comment dire, cette désymétrie qui se met en place. Et même au-delà de ça, quand on réfléchit, c'est aujourd'hui on en est à une période tellement avancée, comment dire, dans l'autophobie et dans les attaques perpétuelles contre le mouvement communiste, etc., etc., qu'on en arrive à un point où, au final, on est quasiment au point de se dire, ouais, finalement, le fascisme, en tant que tel, quand on réfléchit bien, ça va, tu vois. Il n'a pas fait tant de morts que ça. Et puis bon,
Les fascistes, ils ont quand même fait que se défendre, ils nous ont quand même protégés contre les judéo-bolcheviques. Au final, est-ce que c'était eux les véritables ennemis qu'on aurait dû se farcir en 40, tu vois. Je le dis de manière un peu, tu vois, de manière un peu provocatrice, etc., tu vois. Mais c'est quelque chose que je pense sincèrement quand je vois les réécritures de l'histoire qui sont faites et comment est-ce qu'on est passé d'une mise comment dire d'une égalisation entre le nazisme et le communisme et on continue de taper à fond sur le communisme, à le mettre plus bactère. Donc ce qui se passe, c'est qu'à force de mettre plus bactère le communisme, finalement on en est à un point où on se dit ouais finalement le fascisme, oh et puis finalement le nazisme, au final si Hitler il avait pas fait la Shoah, bon ok d'accord, il a fait quelques répressions, quelques machins, comment dire, il a mis des gens en camp, il a fait l'action T4 et tout, mais au-delà de ça, est-ce que c'était pas une société fonctionnelle, d'ordre, de travail, de je sais pas trop quoi, tu vois. C'est ça aussi le contre-coup de l'autophobie et le fait de penser que si on allait s'excuser bien gentiment, finalement la bourgeoisie allait pas continuer ses attaques, d'arriver à un point où au final dans une partie de l'historiographie, on en est au point d'expliquer que quand même, faut comprendre que les fascistes, en fait, s'ils sont là, c'est vraiment parce qu'il y avait la barbarie bolchevique et que sans la barbarie bolchevique, ils n'existeraient pas, quoi. Donc on peut les comprendre. On pourra peut-être même les excuser quelque part, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Ça crée des situations où en fait on est de plus en plus battu en brèche, on se censure, on se censure, on se censure, en disant, et comme tu dis, en disant ouais, si on est finalement si on est respectable, on pourra être entendu, sauf qu'on n'est jamais entendu. C'est ce que je disais. S'ils peuvent écraser le moindre atome de pensée alternative et de vision du monde alternative, ils le feront. On le voit. Et c'est ça, hein, l'autophobie. L'autophobie, c'est vraiment la croyance que la respectabilité va nous amener quelque chose, politiquement, va nous permettre de nous faire une petite place. Mais non, la réalité, c'est que ça nous rabougrit encore de plus en plus. Et en face, et ça renforce la radicalisation en face. Il y a aussi un autre effet collatéral à cette autophobie, c'est que, et moi, moi je le vois régulièrement, c'est que ceux qui vont s'y opposer, on va dire, intuitivement, des fois, ça va être juste aussi pas très intelligemment fait. Parce que tu vas avoir des gens qui vont être on reste en surface et tout ça, on parle pas du fond. Quand tu vas avoir des discours, ouais, Staline, les purges, blablabla, bah, en fait, tu vas avoir juste une énumération de choses, de choses bien, mais de choses bien qui se sont passées. Mais au final, il n'y a pas une explication de comment ça s'est développé, comment ces choses objectivement, on va dire, désirables, objectivement, je sais pas, mais en tout cas désirables pour notre classe qui ont été accomplies. Au final, elles sont juste là, mais elles traînent et on ne sait pas trop pourquoi elles ont été faites. Et à côté de ça, quand on va parler des choses, on va dire, indésirables ou mauvaises, ou alors qui sont de la répression ou de la violence d'État, voilà, ben, on va se retrouver à dire ouais, mais c'est parce qu'il y avait ça, c'est parce qu'il y avait ça. En fait, on se retrouve à être dans des situations où on justifie et enfin tout ce qui est bien, bah, c'est bien, mais on sait pas pourquoi c'est là. Et tout ce qui est mauvais, bah on a on a une réponse un peu simpliste. On n'analyse pas vraiment quoi, et au final, on est presque dans une façon de justifier des. En fait, on n'est jamais dans la vraie critique quoi. On est juste dans un combat d'anticommunistes contre des gens qui fantasment et qui fantasment en fait un modèle qui était imparfait et enfin une expérience qui a été imparfaite et en fait on lui donne juste on lui pèse juste tout parce qu'en face de toute façon il l'attaque sur tout sur le moindre truc quoi. Et bon bah au final on n'est jamais dans l'analyse, on est juste soit on diabolise soit on fantasme et bon plus largement on diabolise mais en face quand beaucoup qui vont se défendre bah ils vont juste être voilà d'un fantasme, ils vont éventuellement, quand tu leur parles que comment pourquoi il y a eu la chute de l'URSS, ils vont te donner des réponses totalement superficielles. Ça nous rend aussi faibles d'une certaine manière dans la discussion, quoi. En fait, faut trouver un moyen d'avoir des vraies réponses et rentrer dans le fond et pour avoir des vraies critiques, mais montrer aussi pourquoi on en est
c'est notre histoire, qu'elle est aussi glorieuse, mais pourquoi elle a échoué et pourquoi on ne doit pas répéter certains échecs, quoi. Et bon, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut pas être il faut se battre aussi pour pas être dans nos discours l'autre face de la pièce de l'anticommunisme. C'est pas être débile, débile, mais juste vraiment parce que sinon on est juste, on se retrouve juste à être des, je sais pas, des espèces de campistes du passé. Enfin, je trouve ça, je trouve que c'est une impasse, c'est tout autant une impasse. Tout le débat est une impasse en fait. Si on, la manière dont sont posées les choses, tout ça c'est une impasse. Et il faut qu'on insiste sur la critique et sur une vraie analyse rigoureuse. Pour qu'on ait en fait une vraie analyse aussi de la situation dans laquelle on est vraiment maintenant et comment on y répond. Ouais, ouais, non, non, mais je suis d'accord avec le fait qu'en plus, finalement, l'anticommunisme, il a produit deux choses. Il a produit d'un côté l'autophobie, c'est-à-dire le fait de plus se revendiquer de tout ça et de vouloir, comment dire, de vouloir mettre ça très loin et de dire c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, etc. Et ça a produit, ouais, le truc contraire, un peu bébête, qui consiste à dire Staline avait raison, tous les koulaks l'ont mérité, etc. Enfin, ce genre de discours qui est en mode genre là, tout était parfait, il n'y avait pas besoin de, il y a pas de critique à faire. Tu sais, c'est un peu le délire. Tu sais, c'est un peu le délire de Grover Furr, la fameuse vidéo où il est là en mode genre citez-moi un crime commis par Staline, tu vois. C'est un Oui, oui, peu, oui. on est un peu sur le, on est un peu sur le. Et encore, je fais une parenthèse parce que on fait passer Grover Furr pour un gros stalinien, mais je rappelle quand même que politiquement, Grover Furr fait partie d'un parti aux États-Unis qui s'appelle le Progressive Labour Party, je crois que c'est le Progressive Labour Party, si je dis pas n'importe quoi. Et en fait, comment dire, les positions les positions de Furr de manière générale sur l'URSS, c'est des positions, on va dire, critiques de gauche, hein, en mode genre, le Sourdo considère que les bolcheviks étaient encore trop social-démocrates, qu'ils n'avaient pas rompu assez avec la Seconde Internationale, que ils ont mal compris le capitalisme d'État, etc. C'est-à-dire qu'on fait passer le Sourdo pour un espèce d'énorme stalinien, alors que fondamentalement... Ouais, alors, oui, pardon, Grover Furr, excusez-moi, alors que, je sais pas pourquoi je ne sais pas le Sourdo. Le Sourdo, c'est encore différent. Parce que le Sourdo, lui, il était pro-chinois. Mais Grover Furr, ouais, c'est quelqu'un dans ses critiques de l'URSS, quand tu lis, c'est quelqu'un qui a des critiques plutôt de gauche, hein. Après, on peut critiquer sur la méthodologie, je sais que moi Grover Furr, je suis pas fan, etc. Mais c'est juste que ça me fait marrer de voir des gens dire ouais, Grover Furr, c'est un énorme stalinien, je sais pas trop quoi, alors que tout son parcours politique et tout, etc. Fait comme partie d'une organisation et même d'un courant de pensée politique qui est très 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 critique de, comment dire, Il est de la gauche communiste, de l'EFCOM. je crois, alors il est pas l'EFCOM. D'accord. Non, il est pas l'EFCOM, hein. Il me semble pas que Ah bon, bah, enfin, en tout cas, il est clairement sur une position critique de l'URSS assez sévère. Il me semble. oui, Ce oui, qu'il bien sûr. disait, c'est il considère, et moi, il me semble qu'il considère qu'en gros, Staline a humanisé les rapports capitalistes, comme un truc dans ce goût-là, quoi. Oui, non, mais c'est juste pour dire que voilà, genre, c'est compliqué comment dire, de le faire passer pour un énorme stalinien et tout machin, alors que de manière générale, quand tu lis un peu les critiques qu'il peut faire et tout, hors de ces, comment dire, hors des trucs un peu de base qu'on connaît de lui, oui, il a plutôt des critiques assez sévères. De manière générale, quoi. Donc Ouais. oui, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est voilà, il faut pas tomber non plus dans le truc en mode genre, ah, mais il s'est rapassé, tout était justifié et tout. Moi, ma position, c'est plus la position comment ça s'appelle, d'unité communiste. Quand ils ont fait leur texte, là, la bataille pour l'histoire, et quand ils ont fait leur texte, les 100 millions ou rien, où à un moment donné, je crois que c'est le 3e ou le 4e chapitre, où ils disent nous assumons tout.
Et je suis assez d'accord avec ça. Dans le sens assumer. Pas dans le sens dire en mode genre, ah, c'est un passé, mais dans le sens où on assume. Voilà, on assume l'entièreté de ce que ça a été. Le bilan humain, le machin, tout ce que vous voulez, ça c'est pas un problème, on est prêt à l'accepter, mais c'est parce qu'on l'accepte qu'on est capable d'avoir un regard critique et de faire un bilan au-delà de ça. Donc oui, moi je suis d'avis de dire faut assumer. Oui, il faut assumer tout. De toute façon, dans une discussion avec un anticommuniste, c'est pas compliqué. C'est quand il va dire que t'es communiste, il va utiliser la carte de ah mais il va dire ah les 100 millions de morts et tout machin, puis il va dire ah mais tu vas me dire que c'était pas le vrai communisme. Et quand tu vas lui dire moi j'assume tout, il va dire ah voilà c'est absolument honteux, Budapest en 56, les famines, les machins, les bidules, tu vois. Donc de toute façon l'un dans l'autre t'as perdu. Donc moi ce que j'ai à dire aux camarades c'est assumer. Voilà, assumer tout, absolument tout, et après à partir du fait d'assumer, vous pouvez faire de la critique, etc. Mais là, je pense que c'est encore un autre truc, tu vois, mais moi là-dessus, la position que j'ai, que je dis souvent à des camarades, qu'on va rentrer, parce qu'on va discuter sur la manière aussi de combattre la post-autophobie, moi, mon point de vue, c'est de dire, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, hein, moi je refuse que ce soit comment dire, mon ennemi de classe qui doivent me dicter ma propre histoire. Ça, je le refuse. C'est pas mon ennemi de classe de me décider, de dire ce que doit être mon histoire, etc. L'histoire du mouvement communiste, de manière générale, j'en ai pas envie, tu vois. Et à partir de cette position-là, moi, mon principe, c'est de dire, face à des réactionnaires, etc., on peut se permettre... face à des réactionnaires, on peut se permettre d'avoir cette façade en se disant, en gros, on peut assumer jusqu'au bout même les trucs les plus folklore. Mais par contre, entre nous, moi je pense que la critique qu'on doit avoir, cette critique-là, on doit l'avoir entre nous, on doit l'avoir entre communistes. Les critiques qu'on peut avoir sur le RSR, sur Staline, sur Mao, sur je sais pas trop quoi, sur le socialisme réel, sur Pol Pot, sur ce que tu veux, tu vois. Moi je suis pas partisan du fait comment dire, de donner des balles à l'adversaire. Je sais pas Bah si, non. je sais pas si tu as ma position, mais en gros, c'est faire bloc face à l'adversaire. Mais entre nous, être capable de faire cette critique et comment dire, et d'être dur vis-à-vis des expériences passées, quoi. Ouais, bah, moi je suis à peu près là-dessus aussi. En fait, quand on est en discussion avec un anticommuniste ou enfin quelqu'un de classiquement anticommuniste normal, on va dire, je sais pas comment le dire, la réponse, la réponse à faire, c'est oui, comme tu dis, j'assume tout, mais même moi je rajoute, toi t'es pour quoi en fait? Tu réponds, toi t'es pour quoi? Tu défends quel modèle? Et c'est là que, et en fait la personne en face, en général, elle va rien assumer. Si tu veux, dans sa tête. Parce que dans sa tête, souvent, c'est des personnes qui sont libérales dans leur tête, qui n'ont absolument pas remis en question, ou alors qui disent, ouais, il y a quelques défauts, mais ça va. Mais comment, la réalité, c'est que c'est des personnes qui se croient au-dessus du débat. Au-dessus, qui ne sont pas situées, qui se sentent pas situées dans ces discussions-là, et qui ne défendent rien. Et en fait, bah, moi, après, ça dépend comment va la conversation et tout ça, mais moi, quand je dis clairement aux gens, ce genre de personnes avec qui je peux me retrouver avec qui je peux me retrouver dans ces discussions, de dire, toi, tu défends quoi? Tu défends quoi politiquement? Quelle vision du monde? Est-ce que tu défends le système en place? Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, et des fois, j'assume, je dis, mais leur faire bouffer leur propre médecine, comme ils disent en anglais, leur donner un goût de leur truc, et leur dire, bah voilà, ce que tu défends, ça fait ça, ça, ça. Et si tu veux, peut-être de manière ironique de temps en temps, leur refaire faire la lecture policière qu'ils nous infligent à ce qu'ils défendent. Et bon, la réalité, c'est que la plupart du temps, ils vont dire, ah non, mais moi je suis contre. Je suis pas pour tout, mais voilà, blablabla. Et c'est en fait leur faire ce qu'ils nous font, quoi. Leur faire dire je suis pas c'est pas le vrai capitalisme en fait. Et renverser un peu le stigmate si j'ose dire. Mais en fait resituer les gens dans une discussion, c'est super important parce que quand on est dans des sociétés très libérales et qu'idéologiquement les gens sont très libéraux et refusent de se penser de manière située la plupart du temps.
c'est important de le refaire et de les bousculer, en fait. Et ça, c'est ça, on va dire, ce que je rajouterais à ce que tu viens de dire. Nous, on assume ce qui s'est passé. On en est critique, mais si tu veux entendre nos critiques, bah, il faut que toi-même, tu fasses ton autocritique de ce que tu penses, camarade. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible que nous, on se dévoile pas, on s'excuse pas, c'est pas le terme, excusez, mais on ne fait pas notre autocritique ou ça devant quelqu'un qui se croit au-dessus de la discussion. C'est pas possible. Donc si soit t'assumes, t'es libéral, t'es pour le capitalisme, t'es pour l'impérialisme, et ben maintenant tu fais la critique de ce que tu défends, tu fais la critique de l'horreur que ça fait dans la majeure partie du monde et dans l'extrême majorité du monde. Et aussi, tu fais ta critique sur pourquoi tu veux garder, grosso merdo, le système dans lequel tu es. Hein. Questionne aussi ta position dans ce système. Parce que c'est facile aussi, hein, des fois, d'être en France, en Angleterre, et je sais pas, en France, un petit job à 1008, 2000, voire plus, voire même au SMIC, hein, des fois, hein, et de dire, ouais, bon, c'est pas parfait, mais bon, si je gagne 200 euros de plus, si j'ai un peu moins d'heures, bah, en fait, le système, il fonctionne, il suffit je sais pas, il suffit juste comment de encore là encore c'est une approche plutôt un peu de gauche entre guillemets mais on va dire c'est facile quand on est dans une position sociale en Occident euh, où on bénéficie largement de ce système par l'impérialisme d'être pour le système. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ton confort, bah, il repose sur du génocide, sur des génocides, sur des pillages horribles. Et les 100 millions de morts, moi, si tu veux, je te les mets, les 100 millions de morts, si ça te fait kiffer à ce point. Mais dans ce cas-là, toi, tu assumes tes milliards de morts. D'accord? Parce que faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, mais justement, ça fait partie de. En fait, le véritable truc aussi, c'est qu'on est capable de. C'est qu'en fait, même, tu vois, une partie de la gauche, une partie de. Enfin, de la gauche de manière générale, avec un grand G, tu vois, s'est rendu complice, par moi, je dirais même coupable, du fait d'avoir intériorisé le fait que t'es prêt à mettre en avant l'horreur que ça a été. Le goulag, etc., machin, enfin, tout ce qu'a été on va dire le système carcéral et répressif dans les pays socialistes, mais de l'autre côté, tu vois, de toujours déconnecter ou décolérer la violence intrinsèque qu'a pu avoir le capitalisme ou au final l'impérialisme comme quelque chose, tu vois, de lointain, de pas si terrible, de machin, alors en fait, quand on regarde bien, si on fait si on fait même le comparatif, ce serait intéressant de voir à combien s'élève au siècle passé, rien qu'au siècle passé, la violence anticommuniste, réelle ou supposée, qui a été mise en place. Je veux dire cette année, on fête, entre guillemets, les 60 ans du génocide, du génocide et des massacres en Indonésie. Je veux dire, quand on pense, en plus l'hystérie que ça a été, hein, parce que non seulement le parti communiste indonésien s'est fait exterminer, mais il y a des tas de gens à l'intérieur les tas de gens dans le pays qui ont été accusés de sympathie communiste alors qu'ils l'étaient pas. Et je prends l'Indonésie là, mais je veux dire, il y a énormément d'autres, tu vois, d'autres répressions. Tu vois, on dit souvent. Oui, les soviétiques, ils sont intervenus à Budapest. Ils sont intervenus à Budapest en 56 et en 68 en Tchécoslovaquie. Alors moi, personnellement, mon point de vue là-dessus, c'est que pour moi, les interventions militaires et tout, etc., elles sont pas justifiées, etc. C'est c'est encore un autre débat. Mais on est capable de résumer la seconde partie du XXe siècle en termes de répression d'événements forts à 56 et 68 en Tchécoslovaquie. Alors qu'en termes d'intervention militaire et en termes de saloperie, l'impérialisme américain, et même l'impérialisme occidental de manière générale, est intervenu dans des pays et a fait des morts et des trucs qui sont 1000 fois pires que ce qui s'est passé à Prague et à Budapest. Mais ça, on l'a oublié. Ça, on l'a oublié parce que, encore une fois, à cause de l'autophobie,
on n'est plus capable de situer concrètement qu'est-ce que c'est que l'impérialisme, qu'est-ce que ça produit, et le nombre de pays qui subissent encore aujourd'hui les effets de ces interventions impérialistes ou d'être l'arrière-cour des États-Unis, etc., etc. Je veux dire, tu prends un pays comme la Colombie. Un pays comme la Colombie, depuis 1948, il y a des troupes dans le pays. C'est un des pays au monde, avec la Palestine, où il y a quasiment une guerre permanente. Depuis 1948, depuis l'époque de la violence en Colombie, suite à l'assassinat du président libéral qui était malheureusement trop à gauche, Gaylan, je crois qu'il s'appelait Gaëtan ou Gaylan, qui s'est fait assassiner. Il y a eu un cycle de violence qui a duré quelques années, et après ça a embrayé quelques années plus tard. Quelques années plus tard, ça a embrayé sur la fondation des FARC, etc., et la guerre civile qui continue aujourd'hui en Colombie. Mais ça vient aussi directement du fait que c'est un pays qui a toujours été dans l'arrière-cour américaine, qui a toujours subi les influences américaines, et que toute sa politique a été dictée par les États-Unis. En Colombie, il y a une grève en 1911. C'est la grève des bananeraies. C'est les employés de l'United Fruit en Colombie qui disent ah bah non, on fait grève parce qu'on aimerait avoir des syndicats et des meilleures conditions de travail. Le gouvernement était pas trop chaud à les réprimer. Le secrétaire d'État américain de l'époque appelle le président colombien et lui dit si vous mettez pas fin à la grève, on débarque avec nos Marines. Bon, ça a été réglé en 3 jours. Ça a été réglé en 3 jours. Ils ont mis fin à la grève, etc. Mais je veux dire, on a une. Toi, ça me fait marrer les anticommunistes qui sont là en mode genre ah mais dans la mémoire collective, on a tendance à oublier les crimes du communisme. Vous nous le répétez tout le temps. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas un documentaire sur Arte pour nous rappeler à quel point le goulag c'était horrible. Arrêtez de nous faire croire que les gens ont oublié. Les gens n'ont pas oublié. Vous arrêtez. Non mais vous arrêtez pas de le répéter constamment H24. T'allumes ta télé, t'as un truc, constamment t'as un documentaire pour t'expliquer la famine de Mao, et que Staline il a fait manger des gens entre eux, et que nanani, et que nanana, et t'as encore des gens pour te dire on a oublié les crimes du communisme. C'est pour ça qu'on fait des stèles. Non, mais la réalité, c'est que ça, en plus, ça vient clairement des fachos. Cet argument, c'est repris, c'est prolongé, mais ouais, l'argument de la soi-disant hypermnésie c'est comme ça qu'ils appellent ça, voilà, de la Shoah et l'amnésie sur les crimes des communistes. Faut arrêter, quoi. À la rigueur, ça aurait été un argument qui, je pense pas qu'il était pas valable déjà à l'époque, mais on va dire qu'il était un peu plus valable à l'époque où le PCF était un peu fort et où il y avait un contre-discours. Mais je sais pas, depuis les années 80, alors 91 c'est sûr, mais on est dans une furie anticommuniste constante depuis lors, quoi. Faut arrêter. Quand je dis, ça se valait un petit peu quand le PCF était fort, donc après la Seconde Guerre, dans les années 50-60. Éventuellement 70, mais la France dans ce cas-là, elle est c'est plutôt une exception en Europe occidentale, hein, même vu le climat politique dans le reste de l'Europe occidentale, je veux dire, donc oui, c'est n'importe quoi. On nous parle tout le temps des crimes des crimes du communisme, on nous parle en permanence, comme tu dis, cette vision policière du communisme, elle est omniprésente, mais elle est omniprésente depuis 1917 en réalité. Si tu regardes comment ils en parlaient dans les journaux, quand ils parlaient c'est cette idée que les crimes des communistes ils sont passés sous silence, c'est un délire absolu, ça n'a jamais été vrai. Jamais été vrai. Et en fait, et j'irais même plus loin, je dirais que la seule raison pour laquelle les crimes du nazisme ils sont aussi très mis en avant, c'est que ça a été fait sur le sol européen et qu'ils ont perdu aussi accessoirement, hein, on n'oublie pas. Et voilà, mais en réalité, les crimes du nazisme, ils sont horribles, mais ils sont pas fondamentalement différents, que ce soit en nature et en dimension, que ce qui a été fait dans ce qu'on appelait le tiers-monde, dans le sud global. Je sais pas quel terme utiliser là-dessus, mais on va dire... Enfin, dans ce qu'on a fait dans les colonies, quoi. Enfin, faut arrêter. Donc, même ça, enfin, je veux dire, l'hypermnésie sur le nazisme, déjà encore heureux, parce que franchement, c'était sous notre pif et on les a défoncés. Donc, comme on les a défoncés, on peut. Enfin, vous allez vous manger cette hypermnésie, ouais, si vous voulez. Mais en plus, il y a une amnésie collective ou plutôt volontaire sur les crimes du capitalisme et de l'impérialisme
mais constante, mais en ce moment même, de ceux qui sont en train de faire en ce moment même. Faut vraiment aujourd'hui, enfin, on peut les mettre un petit peu plus en avant parce que on a Internet et tout ça là, notamment ce qui se passe à Gaza, bah, c'est aussi un crime de l'impérialisme. Hein. Enfin, mais en réalité, des trucs comme ça, c'est omniprésent. Encore aujourd'hui, on peut parler du Soudan, du Congo, de tout ce que tu veux. Ça, c'est des crimes qui sont de même nature, peut-être pas toujours de même dimension, mais de même nature. Donc cet argument de l'hypermnésie et contre l'amnésie, l'hypermnésie du fascisme, des crimes du fascisme contre l'amnésie des crimes communistes, enfin ça mérite une claque dans la gueule. Enfin, je veux dire, si c'était vrai, de toute façon, on n'aurait pas les, enfin, on n'aurait pas les résultats, les élections. Déjà, on n'aurait pas juste un pauvre parti de gauche comme France Insoumise. Qui ose parler d'imposer les riches un peu plus haut comme choix politique à gauche. Et on n'aurait pas enfin, je sais pas, 46 saveurs de droite en face, quoi. C'est quoi ce délire? T'as l'impression que le consensus politique, c'est le bolchevisme quand tu les entends parler, ça va pas. Hein. Enfin, bref. Bref, excuse-moi, mais ouais, ça m'a toujours fait câbler cet argument aussi. Pour parler un peu tu vois, un peu d'actualité, tu vois, l'affaire qu'il y a eu là avec la stèle pour commémorer les victimes du communisme à Saint-Raphaël. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Bon, déjà de base, c'est n'importe quoi. Comme si on avait besoin de ça, mais je rappelle quand même que le truc sous-jacent, c'est quand même que en faisant cette stèle, le maire de la ville a fait sauter une plaque commémorative, la plaque commémorative de Léon Landini, qui est originaire de Saint-Raphaël, qui est un des derniers, qui fait partie de la dernière, des derniers survivants de la FTP-MOI. Et toute cette affaire-là, en fait, d'hystérie, etc., d'hystérie anticommuniste et tout, machin, pour remettre un peu d'huile sur le feu et tout, je vois très bien, je vois très bien d'où vient l'attaque, ce qu'elle fait, mais... Et j'ai salué la prise de position de Yann Brossa et tout machin, mais la vérité c'est qu'Yann Brossa il y va tout seul, hein. Parce que son parti, le PCF, lors de son dernier congrès, a encore expliqué que le stalinisme c'était pas bien, que la révolution a été trahie, et patati et patata. Donc en fait ça continue dans l'autophobie. Donc tu peux pas t'étonner d'être dans l'autophobie, d'expliquer depuis 30 ans que c'était une belle idée, mais 30 ou 40 ans c'était une belle idée, mais quand même vous vous rendez compte, nanani, nanana. Pour au final après partir comme ça et dire non mais finalement les victimes du communisme etc ça fait beaucoup machin bidule. Moi encore une fois la position de Yann Brossa je la trouve c'est une position de base qui devrait être le truc c'est que là-dessus il est un peu tout seul et en fait ça me fait penser au fait que on parle souvent du fait que que le PC, machin bidule, parce que s'il est reproché, c'est d'avoir été stalinien et tout, etc. Nanani, nanana. Il y aura beaucoup de choses à dire sur sa fidélité et tout machin, mais en fait, la position du Parti communiste français a toujours été très compliquée vis-à-vis de l'URSS et plus particulièrement vis-à-vis de l'URSS de Staline, parce qu'on a souvent tendance à oublier que il y a deux affaires dans les années, à la fin des années 40, au début des années 50, qui ont grandement entaché le Parti communiste. Il y a l'affaire Kravchenko, qui était un fonctionnaire soviétique qui est passé à l'Ouest et qui avait publié un bouquin Pourquoi il choisit la liberté, et qui avait été attaqué à l'époque par les lettres françaises d'Aragon en disant qu'il ment, machin bidule, c'est un ivrogne, un illettré, je sais pas trop quoi. Et dans son bouquin, il explique que le système soviétique, c'est un système concentrationnaire qui a des goulags, où on enferme des gens, nanani nana. Et à l'époque, les lettres françaises avaient porté plainte contre Kravchenko. Kravchenko gagne son procès. Donc ça a été un premier truc vis-à-vis de l'URSS. Et derrière l'affaire Kravchenko, il y a une autre histoire qui est moins connue, qui est l'affaire David Rousset. David Rousset, c'est un résistant déporté qui était, il me semble qu'il était trotskiste. Après le procès Kravchenko, il va créer une commission contre ce qu'il appelle les régimes concentrationnaires et il met en avant le fait qu'il y a des goulags et tout qui existent en URSS, etc. Ce qui est très intéressant,
c'est que, encore une fois, à l'époque, le Parti communiste va attaquer Rousset, mais en disant Rousset ment, parce qu'il n'y a pas de goulag en Union soviétique. C'est pas vrai, il n'y a pas de camp de travail. Forcément, Rousset va gagner. Parce qu'évidemment évidemment qu'il y avait des camps de travail, je veux dire. Voilà. Mais pour le Parti communiste français, qui était devenu un parti très républicain, très machin, très intégrationniste, etc., pour lui, c'était impossible qu'il existe des camps de travail Union soviétique. Et donc, la relation qu'a eu le PC, le Parti communiste français avec l'URSS a toujours été très compliqué. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'au final, sa déstalinisation a été en fait extrêmement rapide, contrairement à ce qu'on raconte. Oui, ils ont caché le rapport secret, etc. Il n'y avait pas besoin de le cacher. Je veux dire, ces gens, Thorez et tout truc, ils étaient déjà, ils avaient déjà déstalinisé le PC avant que la déstalinisation officielle commence. Voilà, enfin, ils maintenaient toujours le truc en mode genre, c'est le fameux discours de Thorez en mode genre, oui, vive Staline, le chef du prolétariat international et tout machin, tu vois. Mais c'est parce que fondamentalement, il n'y a jamais eu une compréhension concrète de ce que c'était de ce que c'était le bolchevisme, ce qu'a été le marxisme-léninisme en Russie. Donc déjà, il y a eu une mécompréhension. Je pense qu'il faudra qu'on en parle. On pourrait faire une vidéo sur l'histoire du Parti communiste français, mais déjà, il y a eu une mécompréhension de ce qu'était concrètement l'expérience soviétique et ce qu'elle renfermait, et comment en fait ça a été extrêmement simple pour le Parti communiste après de pouvoir le Parti communiste de pouvoir en fait se dégager de tout ça et liquider la dictature du prolétariat, etc. et finir par dire je rappelle qu'à l'époque, lorsque le livre noir du communisme est sorti, Robert Hue, il avait fait des trucs pour dire oui, le livre noir du communisme, c'est vrai, les crimes, les machins, les bidules, tu vois. Donc, comment dire, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir été autant prenant depuis une trentaine, quarantaine d'années, enfin même plus, on pourrait même dire un demi-siècle, depuis, dans cette autophobie, etc., vis-à-vis de ce qu'a représenté l'Union soviétique et tout, etc., pour au final, aujourd'hui, se dire... parce que moi, je discute avec des gens du PC, etc., tu vois, et moi, je leur dis, mais... Je sais pas, genre, votre parti, ça fait 40 ans qu'il recule cette question-là, vous étonnez pas que la droite, l'extrême droite soit aussi forte à pouvoir nous taper dessus, parce que ça fait 40 ans que vous reculez et que tout le monde recule. C'est logique. Tu peux pas combattre. De toute façon, à partir du moment donné où tu acceptes de combattre sur le terrain de l'adversaire, t'as perdu. Donc, et aujourd'hui, on paye cette autophobie, on paye le fait de pas avoir été capable de redresser la pente. Et là, alors là, pour ceux qui écoutent, je m'en prends beaucoup. Je m'en prends beaucoup au PC, etc., machin bidule, mais je peux aussi très bien m'en prendre aux trotskistes ou quoi que ce soit qui ont été partie prenante dans l'anticommunisme délirant, hein. Clairement. Mais là, on parle du PC aussi, notamment parce que c'était le visage du communisme en France pendant... c'est encore le dernier. Mais oui, voilà, et puis c'est les héros de la résistance communiste, voilà. Enfin, c'est normal qu'on soit d'autant plus critique, là, pour le coup, d'avoir pris une telle part dans cette autophobie. Et Mais tu fais bien de rappeler, on en parle. Je pense qu'on faudra faire une vidéo, tu as raison, sur l'histoire du PC, du PCF en l'occurrence, peut-être même étendre sur tout l'eurocommunisme en général. Mais oui, tu fais bien de rappeler que il y a une pratique sous-jacente du Parti communiste depuis sa création, en réalité, qui est de ne pas être, entre guillemets, je vais pas faire, ça fait maximaliste ça, de ne pas avoir eu une pratique révolutionnaire et finalement d'avoir une pratique d'intégration à la République et d'être la gauche la gauche, on va dire, faire du républicanisme de gauche. Avec en incarnant le prolétariat, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais pas comment dire. Et d'ailleurs, on peut penser, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais on peut aussi réfléchir comment en fait cette position, elle était quand même bien confortable pour le PC, dans la mesure où en fait c'était facile de penser l'intégration à la République parce que une bonne partie de la... Enfin, c'est pas juste une bonne partie, mais le prolétariat français bénéficiait très largement
de l'impérialisme et qu'il a été trop peu questionné par le PC. En fait, toutes les positions qu'ils avaient, c'était vraiment des positions d'intégration à l'impérialisme in fine, quoi. Alors évidemment, on peut toujours trouver des lignes, des discours qui essayaient de se battre un peu contre ça, mais la réalité, c'est que je pas envie de dire dès le début c'était mort parce que ça serait un peu sévère, mais le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait pour être sur une ligne être sur une ligne dure et mais en même temps qui aurait pas été, enfin qui est dur à tenir, hein, mais une ligne dure sur l'impérialisme et sur euh, et sur les nécessités les nécessités que demande le fait d'être révolutionnaire, quoi. Et bon, voilà. Et du coup, in fine, c'est pas étonnant qu'ils se retrouvent à participer à cette autophobie. Donc, pour revenir à ce que tu disais vis-à-vis de la stèle, bah oui, t'as raison. Yann Brossa, c'est un petit peu en termes de lutte contre l'anticommunisme ambiant, quand il arrive et qu'il fait. Il a raison, hein, dans ce qu'il dit, mais quand il fait ce discours-là contre le maire de droite là, qui veut défaire la stèle, c'est un petit peu l'équivalent du poisson sur la berge qui remue quoi, d'opposition. Quoi. Il y a un côté entre guillemets pathétique, pas dans le sens tragédie, quoi, tragique si tu veux, de le voir faire ça, alors que tout le reste de son parti, en vrai, ils sont même plus dans un républicanisme de gauche, le PCF. C'est dans une sorte de. Ah si, en termes de programme, regardez le programme, nous on est très. Comment on est pour. On va beaucoup plus loin que la France insoumise sur les questions économiques, sur plein de questions, de ça. Ouais, mais tout votre discours, toute votre pratique politique, c'est d'être des gros droitiers et de donner des points à l'adversaire en permanence, y compris dans les discours les plus mous, dans des discours où franchement il n'y a pas besoin d'être communiste pour s'opposer, quoi. En fait, il pleure il pleure les conséquences, peut-être pas de causes qu'il chérit, mais de causes qu'il assume pas en tout cas. Clairement, voilà. Et je pense qu'on peut passer, du coup, ça fait bien la transition avec comment se manifeste l'autophobie en France. Je pense que je pense qu'on pourra parler en dehors de la France, mais moi je connais un peu moins, mais en vrai c'est pas si différent quoi. Mais comment elle se manifeste en France cette autophobie? Mais Je sais pas si tu veux commencer ou je commence. non, mais on pourra parler après du reste parce que je pense que la spécificité que nous qu'on a en Europe vis-à-vis de l'autophobie et pourquoi c'est parce qu'on a eu c'est parce qu'en fait on a eu un parti communiste qui a été puissant. On a un parti communiste qui a été puissant qui en 45 en termes électoraux est le premier parti de France. Et puis le Parti communiste, ça a été, quoi qu'on en dise, ça a été, malgré toutes les critiques, ça a été un parti très important, bien implanté, il y a eu la banlieue rouge, enfin, je veux dire, euh, tu sais, ça a formé des générations de militants ouvriers, il y avait les écoles du parti, ils avaient leur université, enfin je veux dire, voilà, je veux dire, c'était quelque chose de très puissant, et ça explique aussi pourquoi est-ce que l'autophobie, enfin, à la fois l'autophobie, à la fois aussi comment est-ce que l'anticommunisme a pu autant se déployer par rapport à d'autres pays, tu vois, je veux dire, c'est aussi pour ça, tu vois, tu prends la grande majorité des pays anglo-saxons, ils ont jamais eu de parti communiste fort. En Grande-Bretagne, le parti communiste a jamais été fort. Je prends la Grande-Bretagne, tu vois, ça, on pourrait élargir. Toi, aux États-Unis, n'en parlons même pas. Tu vois, aux États-Unis, 5000 membres du Parti communiste, 2500 étaient des employés du FBI. Nous, on souffre en fait de l'autophobie. On a eu toute cette idéologie antitotalitaire qui est venue avec les nouveaux philosophes, tu sais, tout ce truc-là dans les 70, là. On a eu le droit à antitotalitarisme, la mise en avant du fait que le communisme c'était le nazisme et que, en fait, contre la pensée progressiste de Platon à Hegel en passant par Rousseau et Robespierre, ça menait à Pol Pot et au Goulag. Enfin, nous, on a eu. En fait, je sais pas par rapport à d'autres pays, en tout cas pour l'instant dans la sphère européenne,
si on a eu tu vois, si on a eu comment dire, si on a eu une attaque aussi violente et méthodique vis-à-vis du communisme, du marxisme, etc. Tu vois, parce qui a été quand même, qui était quand même extrêmement, qui était extrêmement violente. C'est-à-dire que on a même eu François Furet et tout, qui nous ont refait une histoire de la, comment dire, une réécriture de l'histoire pour le bicentenaire de la Révolution, sur la Révolution française. François Furet, qui est un ancien, d'ailleurs, qui est un ancien communiste. Je sais plus s'il était au Parti communiste, mais pareil, tu vois, qui ont fait toute une réécriture de l'histoire pour expliquer que quand même, voilà, la belle idée, et puis après, il y a eu les fous furieux, Robespierre, machin bidule. Donc, je pense aussi qu'il faut avoir en tête que dans notre pays, c'est pas pour faire le chauvin, hein, je suis pas en train de dire c'est trop génial, la France, machin bidule, mais si... En fait, on a eu un mouvement communiste aussi fort, et si on a eu un mouvement communiste qui est aujourd'hui aussi fort avec l'autophobie, machin bidule qui va avec, c'est parce que la France reste un grand pays de la lutte des classes, en fait. Et ça pèse encore pas mal sur toute cette ambiance historiographique, politique, etc. Pourquoi, ce qui explique pourquoi. C'est ça, en fait, que les droitards comprennent pas, c'est toujours là en mode genre, ah, mais pourquoi il y a encore un parti communiste en France alors que machin est mis lui. Parce qu'en fait, la France a comment dire, a un attachement et un truc particulier du communisme de manière générale, du parti communiste, et même au-delà du parti communiste, du mouvement révolutionnaire en général, qui fait en fait que oui, en France on a encore un parti communiste et qui a un peu une spécificité par rapport au reste de ses voisins européens. En Italie, après la chute de l'Union soviétique, il s'était dissous. Le parti communiste espagnol était eurocommuniste à blinde. Et nous, on a toujours un parti communiste. Donc oui, je pense que ça joue pas mal. C'est clair, le fait que. Ah, et puis, enfin, je sais pas, les communistes français, enfin, le PCF, il a résisté, il a imposé des trucs. Enfin, il a été dans un rapport de force très fort, très puissant dans le cadre républicain, tout ce que tu veux, mais il a été dans un rapport de force où il a obtenu des trucs enfin, du coup, enfin, des avantages réels. On peut dire, ouais, c'est social-démocrate, social-impérialiste, si tu veux, mais en tout cas, c'est, ils ont résisté à la barbarie nazie, et ils ont été, ils leur ont infligé des grosses défaites sur le territoire français. Faut quand même, j'ai l'impression, enfin, encore aussi Annie Lacroix, mais bon, elle disait bien. Elle disait bien que on a l'impression, en fait, quand on parle de la résistance française, que c'est juste un petit plus quand les Américains arrivent, quoi. Mais que c'est juste un tout petit plus et qu'il faut absolument en permanence réduire l'impact de la résistance. Et du coup, alors qu'en réalité, c'était un front extrêmement, extrêmement énervé, extrêmement puissant, et que ça rendait la vie impossible aussi à l'occupant. Hein. Faut arrêter faut arrêter d'oublier ça. Et que derrière, ben, on a la Sécu. Encore une fois, je ne veux pas faire le friotiste à la con, mais c'est aussi une réalité, c'est que le rapport de force imposé par le PCF, ça impose des réformes profondes enfin, de choses que les libéraux, que les libéraux, enfin, ça les fait encore. Ça les fait hurler, quoi, qu'on ait une sécu encore aujourd'hui. Ça les fait hurler. Ils détestent le statut de la fonction publique, toutes ces choses toutes ces choses comme ça. Donc effectivement, moi je suis d'accord. Hein, le fait qu'on ait eu un PC fort, ça a aussi été matériellement quelque chose de très important pour beaucoup de gens, y compris des gens qui aujourd'hui vont être droitisants ou libéraux. On peut encore trouver des gens, de moins en moins malheureusement, mais qui vont concéder ça au PC, quoi. Donc oui, bah forcément, la réaction, on est de la force qu'on a eue grâce au PC, malgré tout, nécessite une réaction beaucoup plus forte en face, quoi. Mais du coup, tout ce qu'on dit là, ça rend, et pas pour en remettre une couche, mais ça rend l'autophobie du PCF et toutes ces erreurs d'appréciation et toutes ces erreurs de pratique dès le début, en réalité, d'autant plus grave que parce qu'ils avaient une responsabilité vu leur importance en France pendant des décennies.
leurs erreurs ont été d'autant plus graves parce qu'au final, bah, c'était à eux de tenir la baraque en réalité. C'était à eux de faire en sorte qu'on se retrouve pas avec juste un Yann Brossa qui c'est pas bien de virer une stèle d'un résistant, blablabla. Et puis même en réalité, même dans son discours, tu regardes, il soutient il défend le PC, mais il le défend surtout en France. Si tu lui poses la question sur l'URSS et tout ça, il va être dans l'autophobie aussi, quoi. C'est pas quelqu'un de très différent de son parti. Ah oui, bien Donc même sûr, ça, oui. en Bien sûr, réalité, oui. ben voilà. Donc là, on a parlé du PCF. Je dirais que le PCF, il est relativement disqualifié à l'extrême gauche. Et moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est justement, bah, tu avais commencé à en parler, c'est comment elle se manifeste cette autophobie au-delà du PCF, justement, à l'intérieur du milieu, des milieux bah, de l'extrême gauche en général, de tout ce qui va dire révolutionnaire, quoi, de ce qui va tamponner révolutionnaire. Et bah, tu as parlé des trotskistes. Je suis d'accord, hein, parce que comment en parler sans énerver tout le monde, mais enfin, les trotskistes, le problème, c'est que eux, ils arrivent avec un narratif. Là, on parlait de narratif de libéral contre le communisme. Les trotskistes, ils arrivent et ils vont reprendre ce narratif à 95%, mais ils vont se dire communistes et ils vont avoir une critique pseudo de gauche en faisant comme si, en fait, ils vont rejoindre objectivement en permanence les critiques de l'ennemi, mais ils vont rajouter derrière, oui, mais si c'était Trotsky, ben, ça aurait été vraiment la construction du socialisme, en gros. Et en permanence, en s'arrangeant avec l'histoire et en validant à 95%, voire parfois à 100%, hein, selon les endroits. Mais je suis désolé, hein, mais en inventant des concepts comme un État ouvrier dégénéré, de bonapartisme, qui... Moi, je veux bien, mais moi, je ne trouve pas ça très rigoureux, tel qu'ils le présentent, tel qu'ils en parlent, quoi. On pourra en parler après, mais pour justifier, mais pour à la fin dire, c'est Staline, c'est le méchant Staline, donc c'est le méchant Staline ou c'est la direction qui a été défaillante. Et en fait, si on change la direction, si on avait une direction de Trotsky ou de vrais révolutionnaires quand quand on parle pas de l'Union soviétique, en fait, ça aurait été vraiment le socialisme. On serait arrivé au communisme avant-hier, quoi. Il valide à peu près tout. Il rajoute, si on avait gagné, ça aurait été bien. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, au final, ils disent, ouais, en fait, vous avez, comment, les libéraux, vous avez raison sur tout en termes de narratif, mais juste, bah, nous, on aurait. Mais on est quand même communiste, quoi. Je veux dire, bah. En fait, ils se battent sur le terrain de l'ennemi. Bah, super, bah, c'est ce que disait. La réalité, enfin, en plus, la résultante, je ne vais pas m'amuser à faire une longue critique des mouvements trotskistes ou du trotskisme dans l'histoire. Hein. Juste, la réalité, c'est que le résultat, c'est qu'il n'y a rien de trotskiste qui a abouti sur quelque chose dans l'histoire. Il n'y a rien du fait de valider ce narratif qui a abouti sur une révolution ou même des avantages, enfin, ou même des conquêtes, des conquêtes pour les prolétariats internationaux, quoi, quel qu'il en soit, quoi. Je- Donc, au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, quand tu vois la puissance de trotskistes en France, enfin, la puissance, ils sont pas très puissants, mais ils sont très présents dans l'extrême gauche en France, et que tu vois à quel point leurs résultats sont en permanence enfin, que leur pratique, c'est en permanence de faire ça et qu'il n'y a aucun résultat concret, à part d'avoir Besancenot qui va aller sur On n'est pas couché et faire un peu. Nous, voilà, moi je suis sensible à ça aussi, mais nous faire un petit peu vibrer en mode ouais, les patrons c'est des salauds, ouais, moi j'adore, mais in fine ça sert à rien. Vas-y. Non, mais après, tu vois, genre vis-à-vis personnellement, enfin, de Trotsky en lui-même, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Trotsky a été de ceux qui déjà à l'époque, en fait, expliquaient que Staline, enfin, que Hitler et Staline, c'était la même chose, quoi. Que y en a un qui servait l'autre et que Hitler il était au pouvoir à cause de la clique stalinienne et que c'est parce que la politique d'Hitler qui maintenait Staline, tu vois, genre il y avait une espèce de truc en mode genre ils sont d'accord sur tout, nanani nanana, et il y a même une interview de Trotsky que j'avais lu, je crois que c'est en 1940, je crois que c'est quelques mois avant sa mort, il a interrogé
il est interrogé par un journaliste de je sais plus quel journal conservateur, et Trotsky fait une espèce de litanie pour dire en gros que... Enfin, il a une espèce de discours néoconservateur, en mode genre il faut défendre la démocratie contre le totalitarisme, je sais pas trop quoi, tu vois, genre c'est assez, c'est assez marrant, enfin, assez marrant quand on connaît le très violent et hardi défenseur du marxisme qui était Trotsky. Mais c'est surtout en fait que pendant très longtemps, comment dire, notre perception de ce qu'a été de ce qu'a été l'Union soviétique, le Goulag, etc., machin bidule, toute une partie de la gauche et même de l'extrême gauche s'est calquée sur le discours dominant qui consistait à dire qu'en gros le Goulag c'était Auschwitz et que voilà on enfermait absolument tout le monde, machin, que c'était un système concentrationnaire géant, etc., etc. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que... Enfin, on se rend compte aujourd'hui. Parce qu'en fait, le véritable problème, ça c'est... On en parlera dans la dernière partie, le moyen de s'en sortir, mais c'est le fait que aujourd'hui, on dispose de toute une historiographie critique sur l'histoire de l'Union soviétique, qui en fait, quand tu la lis, quand tu la lis, quand tu l'analyses, en fait, ça te fait comprendre, en fait, que, en fait, oui, il y a le discours de guerre froide idéologique vis-à-vis de ce qu'a été l'Union soviétique et surtout la période de Staline, tu vois. En fait, tu te rends compte que c'est extrêmement plus complexe que Staline au Kremlin avec une bureaucratie autour de lui, et puis il appuie sur des boutons, et puis machin, puis bidule, tu vois. Le fait qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore des gens qui soient dans ce truc-là de ce discours totalitaire et tout, machin, ou parler de bureaucratie stalinienne, etc. Je le dis, ça veut rien dire. Hein, genre, bureaucratie stalinienne, ça veut rien dire. Une bureaucratie, mais c'est une bureaucratie non soviétique, elle n'était pas à 300% stalinienne. Je ferme la parenthèse. Mais on voit, comment dire, on voit la complexité comment dire, du phénomène stalinien d'un point de vue social, politique, économique, comment est-ce qu'il s'est construit, ses contradictions, qu'est-ce qu'il a voulu mener comme révolution, parce ils ont mené une révolution. La période stalinienne est une révolution. Il faudrait définir ce que ça a été cette révolution. À mon avis, là, la critique que je ferais, c'est qu'à mon avis, c'était probablement pas à 300% une révolution prolétarienne, mais c'est un autre truc, il y a la modernisation, etc., qui s'inscrivait dans un cadre précis, dans le développement de l'idéologie, de la vision du monde stalinienne. Mais quand on lit tous ces auteurs-là, on se rend compte qu'en fait, comme tu le disais, l'histoire, c'est pas juste il n'y a pas juste d'un côté le totalitarisme et ses critiques, et puis le méchant Staline et machin bidule. On se rend compte que c'est plus la formation sociale soviétique, stalinienne, a été plus complexe, faite de rapports de force particuliers entre la société civile, l'État, le parti, l'administration, qui en fait remettent en cause pas mal de narratifs. De narratifs trotskisants, enfin même au-delà, tu vois, qui vont même sur d'autres trucs, comment dire, sur d'autres branches de critiques de l'Union soviétique. Moi, c'est des critiques. Moi, encore une fois, moi, je suis pas stalino-centré. J'ai pas de, comment dire, de fétiche particulier vis-à-vis de l'Union soviétique ou vis-à-vis de Staline, tu vois. C'est juste que c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore. Enfin, qui m'a marqué à l'époque déjà quand j'étais libertaire. Ça m'a aussi pas mal questionné le fait que en fait moi ça m'énervait en tant que libertaire d'avoir les mêmes critiques de l'Union soviétique que des types d'extrême droite ou des réactionnaires, tu vois. Moi ça me posait problème. Je me disais mais comment ça se fait que en faisant des critiques, machin bidule, je me retrouvais quasiment d'accord systématiquement avec des mecs de droite, tu vois. Ça me, ça me posait des questions. Et je me disais, en fait, c'est parce que dans ces critiques-là, il y a des choses qui sont vraies, mais comment dire, elles sont pas suffisamment appuyées et suffisamment, je sais pas, marxistes ou quoi que ce soit pour qu'elles tranchent avec les critiques anticommunistes, anticommunistes de base. Et à mon avis, ça rentre dans le cadre de l'autophobie et de notre manière à s'aligner, qu'on a eu de s'aligner pendant trop longtemps sur une historiographie bourgeoise et réactionnaire qui nous a dicté notre histoire de manière générale. Et donc, cette autophobie, en fait, on la voit encore aujourd'hui.
Mais je me dis que sur le moyen terme, je suis un peu pessimiste, mais sur le long terme, je me dis, au bout d'un moment donné, genre, on va quand même réussir à sortir de tout ça. Le chemin est peut-être encore long, mais je pense pas que. Moi, je pense que tout cet édifice-là qui s'est bâti sur les 100 millions de morts du communisme, tout ça, je veux dire, ça tiendra pas éternellement. Je veux dire, c'est un slogan de guerre froide. Aujourd'hui, ça revient à la mode à cause de cette affaire comment dire, de cette affaire à Saint-Raphaël, de Stel, etc. Mais je me dis, fondamentalement, ça pourra pas, ce bricolage idéologique ne pourra pas tenir éternellement. Enfin, en fin de compte, si, il pourra tenir tant qu'il sera alimenté continuellement et de manière perpétuelle par tout un appareil médiatique, idéologique, qui, d'un côté, nous explique que le communisme c'est fini et qu'il faut passer à autre chose, mais qui est quand même obligé tous les 4 matins de nous rappeler que c'était absolument horrible. Il y a quand même une contradiction manifeste, tu vois, même dans ce truc-là, de dire ça a été horrible, vous avez vu, ça marche pas, faut passer à autre chose, etc. Et de l'autre côté, nous expliquer, quand même, comment dire, nous rappeler continuellement, pour une idéologie qui est morte et enterrée, nous rappeler continuellement quand même que Staline c'est les goulags, que Mao c'est la famine, et puis qu'il y a eu Budapest 56, la Tchécoslovaquie en 68, etc., 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 tu vois. Donc je sais pas à quel point où est-ce que ça va aller, à quoi ça va mener. Mais je pense pas que ça puisse tenir comment dire que ça puisse tenir éternellement. Moi, j'ai l'impression que on est plus dans une période là où on commence à sortir de ça, justement, relativement, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, moi, les années 90-2000, être communiste, je veux dire, c'était compliqué. Il n'y avait pas vraiment de place. On était dans le compromis libéral, il était à fond. Et du coup, bah, l'anticommunisme, il était. En fait, j'ai l'impression qu'on a une petite résurgence on a une résurgence de ça parce que justement, on en sort un petit peu de cette, bon, on en sort de cette période libérale, de compromis libéral, et que les gens commencent à se pencher repencher sur Marx, sur Lénine, sur tout ça, que on commence à ressortir les 100 millions. J'ai l'impression presque qu'on en parlait un peu moins avant, même si, enfin, je sais pas si on en parlait un peu moins, mais on va dire qu'on a. Moi, le fait qu'ils le ressortent, ça veut dire qu'ils ont besoin aussi de le ressortir plus souvent. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça va sortir de moins en moins. Ça va tenir de moins en moins parce que les gens s'y intéressent de plus en plus, quoi. Tandis qu'avant, j'ai l'impression, c'était une évidence, quoi. On n'allait même pas regarder parce qu'il n'y avait même pas de nécessité. Genre, c'est bon. Des fois, ça va être l'UMP, des fois, ça va être le PS, et puis voilà, quoi. C'était ça, l'ambiance, quoi. C'était juste pour réagir là-dessus aussi, quoi. Je trouve que c'est très pertinent ce que tu as dit sur le fait de quand tu étais libertaire, anarchiste libertaire, ce fait de se questionner sur ce que tu crois et de penser un peu contre soi-même et d'avoir un doute, un truc comme ça, et de dire mais attends, c'était qui le communiste allemand qui disait ça genre quand il disait quoi? Il disait quand la droite m'applaudit au Reichstag, je me demande quelle connerie j'ai bien Ah, pu dire. ouais, C'est Bebel, Auguste Bebel. Bebel, voilà. Auguste Bebel. Et, toi, t'as un peu vécu ça, j'ai l'impression, quand t'étais anarchiste, tu dis, mais attends, ok, je suis en train de détester Staline au dernier degré, dire que tout ce qui est rouge, c'est méchant, mais en fait, enfin là, on peut mettre mes mots dans la bouche d'un droitard qu'on fait pas la différence, c'est bizarre, quoi. Et je me suis un peu retrouvé aussi comme ça, hein. Un parcours un peu différent, mais c'est vrai, moi, quand j'ai commencé un peu à creuser, quand on a commencé à me dire, mais attends, ta compréhension de l'Union soviétique, elle est un peu caricaturale. Je dis, ah bon, ça. En fait, ça m'a un petit peu provoqué je sais pas, un réflexe zététicien, si j'ose dire. Non, enfin, de sceptique, en mode, mais attends, on va peut-être regarder un peu plus près, parce que c'est vrai que je tiens ça pour évident depuis un moment, et puis au final, enfin, il y a un côté qui ne tenait pas pour moi, parce qu'en mode dire juste, ouais, c'était une révolution, enfin, c'était des communistes qui ont fait la révolution, mais ils ont trahi et c'est devenu Hitler, tu vois, genre c'est là en mode, oh, ouais, ok, bon, c'est, c'est je savais pas que c'était si simple quand même, bon, c'est tellement bombardé, moi, je vais te dire un truc, mon prof d'histoire en première, parce que c'est en première qu'on voit, en tout cas à mon époque, on voyait l'URSS en classe de première. Et moi, mon prof qui était de droite, en l'occurrence, qui lisait le Figaro pendant les contrôles,
Et il nous avait présenté le truc en mode, en gros, les bolcheviks, ils ont pris le pouvoir. On ne sait pas comment ils ont pris le pouvoir. Ils parlent bien sûr pas de la guerre civile, hein, parce que ce serait dommage. Et en gros, en 1917, dans les 3 premiers mois, les gens ils trouvaient ça bien, mais en fait, et là ça m'a rendu fou. Enfin, ça me rend fou à posteriori, mais même à l'époque, je trouvais ça un peu bizarre. Il dit en mode, le communisme, ils sont contre la propriété. Et qu'est-ce qu'on fait un bébé quand il est en face de jouets? Eh ben, c'est s'approprier ses propres jeux. Donc, le communisme ne peut pas marcher. Et là, mais je te rigole pas, hein, c'était vraiment ce. Genre, j'ai un peu envie de dire, mais t'es pas pédopsychiatre, enculé, ta gueule. Genre, arrête. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai pas pensé à l'époque, mais aujourd'hui, quand je repense à ce qu'il a dit, j'ai dit, mais t'es prof d'histoire, fais de l'histoire. Mais tu sais que tu sais que j'ai j'ai une autre anecdote là-dessus. Bah, je crois que j'étais en première ou en terminale. J'ai un doute. Je sais plus, mais c'est pareil. C'est pareil. Mais Si c'est l'URSS, en ouais, histoire, c'était en première. ouais, mais c'est pareil parce que j'ai oublié qu'on a le même âge, c'est vrai, donc c'est mes trucs. Donc je crois que mais j'ai un doute. Je sais plus si c'était, bref, c'est première ou terminale et c'était sur les démocraties populaires et on parlait et le prof il parlait de la soviétisation des pays des pays d'Europe de l'Est et l'exemple, il a dit. En fait, la soviétisation des pays d'Europe de l'Est, c'est imaginer Besancenot arrive au pouvoir demain. Et dis-toi, à l'époque, attends, à l'époque, j'étais à Nard. Hein. Et tu sais que même moi, ça m'a choqué. J'étais en mode genre, non, mais faut arrêter de raconter n'importe quoi quand même. Genre, genre c'est pas Besancenot qui va débarquer sur un IS-2 et proclamer la dictature de prolétarien. Ça marche pas comme ça, tu vois. Tu sais, en fait, c'est tellement. En fait, tu vois, l'enseignement de tout ça est tellement caricatural. Mais tu sais, tu parles là de la prise de pouvoir des bolcheviks, etc. Machin bidule. Moi, je me souviens quand mon petit frère était et je crois qu'il était au collège, parce que je crois que c'est au collège, je crois que c'est au collège où tu vois aussi la révolution d'octobre, parce que ça a changé entre temps, je crois qu'ils font je sais plus maintenant, ils font tout un truc, et ils font sur la révolution d'octobre, et j'avais vite fait feuilleter le truc. Mais en fait c'est ça, en fait, c'est tu comprends pas en fait comment les bolcheviks ils arrivent au pouvoir, pourquoi, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'il y a une guerre civile. En fait, tu comprends juste que les bolcheviks ils arrivent au pouvoir, que les Russes en avaient marre du tsar, et en fait les bolcheviks sont arrivés, et en fait ils étaient pires que le tsar, et ils ont commencé à tuer tout le monde, tu vois. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est le fameux débat Mediapart là sur les 100 ans de la révolution d'octobre, avec tout le monde qui est en mode genre oui, l'utopie brisée, machin bidule, et le mec au bout d'une heure qui dit ouais, enfin quand même la démocratie, hein, je rappelle quand même que la Russie soviétique s'est fait envahir par 15 pays, faire la démocratie et la liberté, les oiseaux qui chantent, on n'a pas le temps, tu vois. Genre, c'est. Voilà. Non, le débat Mediapart mental, j'avais colligé Besancenot. Ah oui, parce que Besancenot, il avait fait. C'est dingue qu'on parle de lui encore. Mais Besancenot, il avait fait un bouquin avec je sais plus qui sur la révolution d'octobre en 2017, là, je me souviens. J'ai pas envie de m'infliger ça, je t'avoue. Donc, Mais c'est juste que. Mais c'est juste que tu vois en fait comment est-ce qu'on rentre dans cette espèce de narratif en fait c'est des fous furieux, ils arrivent au pouvoir et ils décident de tuer tout le monde et puis machin et en fin de compte on en arrive à on en arrive à des comment dire on en arrive à des absurdités, mais je veux dire des absurdités monstres, c'est-à-dire que en fait c'est à la fois complètement décontextualisé de tout un truc. On peut expliquer rationnellement la manière dont l'Union soviétique s'est créée, les politiques qui ont été menées, le grand tournant, etc., qui répondent à des besoins propres. On peut critiquer les méthodes, la manière dont ça a été fait, etc., etc. Mais quand tu décontextualises tout ça, t'as juste une espèce d'énorme violence, t'as une espèce de pays qui sombre dans la violence, dirigés par des espèces de fous furieux, etc. À l'époque, on les taxait de judéo-bolcheviques, mais étant donné qu'aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode, donc c'est juste des espèces de fous furieux qui voulaient tuer tout le monde, on en arrive finalement tu vois, à mettre, encore une fois, tu sais, le bilan du communisme, de manière générale, il est utilisé pour défendre le nazisme. Tu vois, c'est genre, en fait, en gros, c'est la thèse d'Ernst Nolte, hein. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens qui ont pris le pouvoir en 1917, ça a été absolument horrible, ils ont commencé à tuer tout le monde, donc du coup, vu qu'ils tuaient tout le monde sur une base de classe, les nazis ont décidé de se comment dire, de se venger. Donc, en fin de compte, l'extermination des juifs et Auschwitz, c'est juste une réponse à la violence des bolcheviks. Ce qui permettra, dans le livre nord du communisme, à comment dire, à Stéphane Courtois, de pouvoir dire qu'un enfant de koulak ukrainien, qui est mort de faim, ça équivaut à la mort d'un enfant juif dans le ghetto de Varsovie.
Voilà, en fait, tout ce, tu vois, tout se vaut, la violence de classe et la violence raciale, mais quand même, ça se vaut, mais tu vois, quand même, il y a quand même le truc pour dire en gros que non, mais quand même, le nazisme, c'est un peu une. Tu vois, c'est un peu c'est quand même. Ils réagissent. Voilà, c'est une réaction. C'est une réaction, tu vois, à la. Comment dire, à la barbarie. À la barbarie qui a été mise en place par les. Qui a été mis en place par les bolcheviks. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que, au final, en tant que tel, on en arrive presque, comme je disais au début, à réhabiliter le nazisme, en fait. Les nazis n'ont fait que défendre l'Europe contre les judéo-bolcheviques. Alors, en parenthèse, hein, si aujourd'hui il y a une espèce de même discours qui se fait vis-à-vis des Russes, c'est certainement de manière totalement opportune. Hein, bref. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, il y a une réhabilitation. Mais en fait, tu dis il y a une réhabilitation nazie, mais en fait, c'était juste un retour du discours qu'il y avait avant la victoire soviétique aussi. Hein. Enfin, je suis désolé, mais avant la Seconde Guerre mondiale, après l'élection d'Hitler, dans des conséquences, dans un contexte en plus vraiment très démocratique, lol, non, pas vraiment, mais bon, on va pas en reparler. Euh, enfin, c'est même pas l'élection d'Hitler d'ailleurs, c'est la nomination au chancelier d'Hitler. En France notamment, Hitler était vu comme une solution incroyable par la bourgeoisie française à tous nos problèmes et aussi une solution d'une certaine manière, oui, la solution fasciste est une réaction au fait qu'il y a un État qui ait fait la révolution et qui ait instauré la collectivisation des moyens de production, enfin qui soit contre, qui veuille mettre fin au capitalisme. Mais oui, c'est une réaction dans les deux sens du terme d'ailleurs, une réaction de la part de notre bourgeoisie contre le prolétariat. Si tu valides ça, bah, tu valides le fait que t'es du côté de ta propre bourgeoisie. C'est tout, point. Et, genre, et dans ce cas-là, tu l'admets, mais tu viens pas nous faire chier à nous dire que la solution fasciste, en fait, il n'y avait pas le choix de la prendre. Non, c'est la bourgeoisie qui l'a prise et tu l'assumes. Tu assumes d'être de ce côté-là. Il veut même pas me faire chier. Je dire, au bout d'un moment, s'il n'y avait pas eu, s'il y avait pas eu Hitler, s'il n'y avait pas eu la montée du fascisme en Europe occidentale, l'URSS, elle n'avait aucune raison de rentrer en guerre non plus. Il faut arrêter au bout d'un moment. Dire que le problème, enfin, dire que c'est une réaction, ouais, non, c'est une offensive. C'est une offensive de la part des bourgeoisies occidentales contre un modèle alternatif. Mais eux qui réagissent à un modèle alternatif, si tu veux. Mais c'est pas. Il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu juste que le tsar reste ou que les cadets gagnent et qu'ils soient bien gentils avec les impérialistes. Bah, ok, d'accord. Bah, assumez-le au moins. Venez pas nous dire que. Pas nous dire que vous êtes contre, je sais pas, la violence absolue, etc. Quoi. Enfin, bref. Bref, excuse-moi, je suis reparti en, en couille, mais voilà quoi. Bon, je vais essayer de recentrer sur l'autophobie, mais finalement, c'est tellement partout ce narratif. J'ai l'impression qu'on tourne en rond hein, quand on en parle, mais le fait que tout le monde l'embrasse, qu'il y ait peu de remise en question chez les gens qui l'embrassent à gauche, c'est un peu triste quoi, parce que mais voilà, moi ce que je disais, c'est que mon espoir, c'est aussi que les gens vont faire un petit peu ce qu'on a fait nous deux, et de plus en plus, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Bah, ils vont avoir un petit peu le doute, ou avoir un scepticisme, un scepticisme vis-à-vis de ce qu'ils disent, quoi. Enfin, les gens qui sont, on va dire, progressistes, de gauche et tout ça, et qui commencent à dire, mais attends, on me dit ça depuis des années, depuis des décennies. Est-ce qu'on gratterait pas un petit peu, quoi? Et moi, j'ai tendance à faire beaucoup confiance en l'intelligence des gens en l'intelligence des gens qui veulent vraiment comprendre, en fait. Enfin, vraiment instiller le doute, instiller le scepticisme et qu'ils aillent chercher réellement des réponses qui vont un peu plus, qui vont pas juste dans la répétition du narratif qui est de toute évidence, quand on y réfléchit réellement de plus de 5 minutes, ne fonctionne pas, quoi. Là-dessus, c'est un peu mon espoir, quoi. Le problème, c'est que à l'extrême gauche, on va dire, à la gauche, l'extrême gauche, les personnes peuvent être dans ce doute-là, individuellement, et vont l'être, mais que les structures, les organisations de gauche et d'extrême gauche, pour les faire bouger sur ces lignes-là et sur cette compréhension de l'héritage qu'ils sont censés avoir et qu'ils ne veulent pas assumer,
c'est une autre paire de manches. Moi, j'ai déjà discuté dans un de mes anciens groupes militants. On avait discuté, enfin, une des membres avait discuté avec un membre du POID, enfin du PT maintenant. C'était un vieux, il avait 73 ans. C'est tellement installé chez les gens, leur doctrine et leur vision, et leur compréhension du passé, enfin, pour les faire infléchir et nuancer à minima leur vision, des fois, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très, très, très compliqué. C'est des gens qui sont dans les mêmes discours, les mêmes narratifs en permanence depuis des décennies, et j'ai l'impression qu'il y a presque trop d'investissement émotionnel, intellectuel, je sais pas, dans ce narratif pour en changer à un bout d'un moment, quoi. C'est pour ça que moi, je suis un peu d'accord aussi, malgré tout, avec toi, dans le fait que sur moyen terme, ça sera long, on n'en sortira pas tout de suite, parce qu'en fait, les structures à l'extrême gauche, elles sont quand même bien, je veux pas dire verrouillées, mais bien en place, quoi. Mais ouais, sur le long terme, avec l'accumulation de gens, de jeunes gens, je suis pas en mode la classe d'âge, elle va tout changer, mais on va dire que les jeunes qui vont être progressistes, les jeunes progressistes, on va dire, ça fait un petit peu organisation de jeunesse macroniste de dire ça comme ça, mais les jeunes de gauche, on va dire, ou d'extrême gauche, qui vont vouloir être anticapitalistes. Et je pense que l'espoir que je vais avoir, c'est qu'ils vont être beaucoup plus tentés de remettre en question ces narratifs-là. Et alors qu'il y a 10 ans, peut-être qu'ils auraient peut-être rejoint le NPA ou la LCR ou des choses comme ça, et enfin, ils auraient été directement dans ces discours-là, quoi. Et moi, je mets beaucoup d'espoir sur le fait que cette automaticité, elle va s'estomper de plus en plus, et ces organisations, désolé hein, pour les éventuels membres du NPA, de LO ou de je sais pas quoi qui vont nous écouter, mais moi j'ai quand même l'espoir que ces discours-là, ils vont s'étioler à mesure que il y aura un contre-discours à l'extrême gauche qui assume notre héritage et qui a un vrai regard critique dessus, et qui soit pas juste de l'autophobie, quoi. Et que du coup, que ces organisations, elles s'étiolent, ou alors qu'elles changent leur ligne. Moi, je suis désolé, j'assume de dire que c'est au-delà des participations dans les mouvements sociaux, etc. Ces organisations, elles servent un peu à rien. Je suis désolé. Elles avancent pas vers la révolution en France, elles avancent pas vers un changement même progressiste en France. Aujourd'hui, c'est des sectes. En tout cas, même quand c'est pas des groupuscules en tant que tels comme LO qui vont avoir, je sais pas, 4000, 5000 membres, c'est des groupes refermés sur eux, quoi, et qui sont incapables de parler aux gens, produisent rien aujourd'hui. Donc, désolé, mais moi, autant je vais pas militer pour que ces organisations, elles soient attaquées. S'il y a besoin de les soutenir dans les offensives fascistes, moi, je suis pour le faire. Par contre, par contre, la réalité, c'est que si le mouvement révolutionnaire en France doit devenir fort, ça veut dire que presque mécaniquement, pour le coup, ça veut dire l'affaiblissement de tout ce petit milieu d'extrême gauche, de manière mécanique, parce que en réalité, quand une vraie ligne se dégage, toutes les lignes à côté se dégagent et est efficace dans la réalité, toutes les lignes à côté, elles meurent, quoi, ou elles s'étiolent. Et c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, quoi. Du coup, ça permet d'enchaîner sur les possibilités de pouvoir s'en sortir. Alors, je suis pas en train de dire que on a la solution miracle, que ça y est, on va sortir de tout ça, c'est parti. En tout cas, il y a de très fortes possibilités qui sont mises en avant, qui sont possibles d'un point de vue politique, organisationnel, idéologique même, de pouvoir sortir de cette impasse. Et ça passe notamment à mon avis, ça passe par une relecture franche et directe de notre histoire, de l'assumer, et à travers tout ça, en fait, de développer un discours critique, j'ai envie de dire, vis-à-vis des thèses sur le totalitarisme, etc., tu vois, qui permettent d'y voir plus clair. Et par exemple, j'en discutais avec un camarade, et je trouve que, par exemple, tu vois, le fait qu'on n'ait toujours pas
on n'a toujours pas de traduction en français d'une énorme partie de la soviétologie américaine ou anglo-saxonne, critique ou qui s'intéresse au phénomène stalinien dans ce qu'il a de plus, tu vois, dans ce qu'il a de plus particulier, dans sa politique de mobilisation, de modernisation, etc. Tu vois, ça nous fait, moi, ça me fait poser des questions. Quelque part, je me dis, est-ce que certains ne le font pas parce qu'ils savent pas que ça existe? Ils le font pas parce que si jamais, comment dire, si jamais ça commençait à se diffuser, ça remettrait en cause leur vision idéologique et donc leur identité politique, et ça remettrait en cause tout un narratif ou une vision du monde qu'ils ont développé. Et d'un autre côté, en fait, je me dis ça favorise aussi le discours global anticommuniste, comment dire, de toujours propager les mêmes trucs, Staline le tyran rouge, etc., etc. Quoi. À mon avis, tu vois, le souci principal, il est là, c'est que on a aujourd'hui, je pense, les matériaux et tout, qui vient même de la part, pour le coup, d'historiens, comment dire, d'historiens critiques, qui peuvent être bourgeois, ou etc., ou ils sont un peu critiques, qui peuvent même être un peu de gauche. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, le but, c'est pas simplement de les lire et de les comprendre, simplement, comment dire, dans le sens où je pense qu'il faut le faire, je pense qu'il faut le faire connaître au plus grand nombre, mais ça permettra justement comment dire, tu vois, d'apporter des critiques, de formuler une autre approche de ce que pourrait être la soviétologie. Enfin, même le terme soviétologie, j'aime pas, mais tu vois, une contre-histoire ou une nouvelle histoire de ce qu'a été l'Union soviétique, etc., etc., de pouvoir se placer vis-à-vis de ça. Et dans un second temps, ce qu'il est urgent de faire, c'est quelles conclusions politiques et idéologiques on en tire de manière générale pour notre pratique et dans notre manière à la fois de riposter l'anticommunisme, mais aussi de reconstruire le mouvement communiste international, quoi. Ouais. Bah oui, 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 il y a tellement à tirer de ces expériences en termes pratiques que on n'a pas vraiment discuté, mais j'ai l'impression que dans l'espèce d'anticommuniste ambiant, c'est qu'on nous reproche, enfin, on nous reproche d'être des utopistes bah, t'as parlé d'utopie tout à l'heure dans le truc de Mediapart là, et on nous reproche d'être des utopistes qui ont échoué et qui amènent à la dévastation euh, etc. Toutes les plaies d'Égypte, là. La réalité, c'est que même ça, c'est une trahison de ce que nous en pense, en fait. Nous, on n'est absolument pas des utopistes, et je dis pas ça dans le sens où nous, on porte le marxisme de manière scientifique, et en fait, on a raison de manière presque positiviste, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. C'est plus, bah, notre vision, ça a toujours été, bah non, nous, on sait très bien que une révolution, ça va être de la violence. On sait très bien que on aura de la réaction en face de nous qui nous en mettra plein la gueule et qui fera en sorte, qui fera de tout son possible pour nous mettre des bâtons dans les roues et pour que les conditions dans lesquelles on développe le socialisme soient horribles. Enfin, voilà. Et nous, on réfléchit autour de ça. Et nous, quand on voit moi, si je suis aussi intéressé par la soviétologie aujourd'hui, en tout cas, par l'histoire de l'Union soviétique et de la Chine, et d'autres, mais surtout ces deux exemples-là que je connais, en tout cas, le mieux, en tout cas pas autant que toi, mais le mieux, c'est qu'en fait, c'est littéralement enfin, c'est vraiment des pays, des révolutions qui ont été faites dans des conditions atroces, et qu'en réalité, et qu'ils ont trouvé des réponses qu'on peut critiquer, mais qu'ils ont dû être créatifs dans des situations de merde. Il faut étudier comment enfin les débats qu'il y a eu entre tous ces gens-là. Il faut étudier, il faut voir de quoi ils parlaient, quelle réponse a été apportée par les uns, par les autres, pourquoi cette orientation plutôt qu'une autre a été prise, et pourquoi, si on la trouve mauvaise, enfin, quelle est l'origine de cette erreur, ou quelle mauvaise compréhension, soit du marxisme, soit de la société dans laquelle il était, ou les deux en même temps, souvent les deux en même temps, a amené à cette erreur. Et parce que nous, enfin moi je le dis, je l'assume. Nous, s'il y a une révolution en France, une révolution prolétarienne en France, enfin une révolution menée par un parti communiste en France, faut pas croire. Moi, je dis à tous les gauchistes qui sont sur Internet ou qui peuvent être, je sais pas, à la fac et
désolé, hein, je veux pas être méprisant, mais je vais l'être un peu quand même, qui vont être dans un délire de, enfin pas dans un délire, mais ils vont dire anticapitalisme et qui vont être vraiment dans, ouais, je suis contre l'autorité, je suis contre plein de choses et il faut lutter, il faut détruire le capitalisme, mais un peu de manière slogan, mais qui est un passage par lequel on peut passer, par lequel je suis passé, mais donc aussi, donc je me méprise aussi a posteriori, comme ça c'est parfait. Il faut pas qu'ils croient que, en fait, si qu'il y aura un mouvement, qu'un mouvement révolutionnaire, ça va être on aura le pouvoir, mais il y aura toutes les structures économiques, qu'il y aura pas, il y aura aucun affrontement, enfin qu'une fois qu'on aura le pouvoir, il y aura aucun affrontement, il y aura aucune, il y aura que la lutte des classes, elle va s'arrêter, qu'il y aura pas des sabotages et tout ça, et qu'il faudra. Non, enfin, la réalité, c'est que si en France on a une révolution prolétarienne, une révolution menée par un parti communiste, bah on aura aussi à affronter l'isolement, enfin, très probablement on aura à affronter l'isolement diplomatique, on aura affronté le sabotage de milices qui parfois viendront des prolétariats lui-même, hein, parfois, payés par l'étranger. On aura affronté la réaction sous toutes les formes qu'elles sont, et il y aura, enfin c'est pas le monde des bisounours, quoi, la révolution. Et on aura des difficultés qui nous seront imposées de l'extérieur. Et donc, il faut déjà être capable d'y répondre. Quand je dis d'y répondre, en tout cas, qu'il faudra déjà. Enfin, c'est pour ça qu'il faut réfléchir et analyser les expériences passées. Pas parce qu'on veut se palucher je sais pas, sur des grandes des grands défilés militaires soviétiques ou chinois, mais parce qu'il faut comprendre quelle réponse ils ont donné à cette violence-là, à ce sabotage-là. Moi, je dis ça parce qu'il faut lutter contre cette vision romantique de ce que va être, de ce que on va dire l'anticapitalisme. Parce que moi, quand je parle avec des fois certains gauchistes, c'est un peu genre en mode, je veux être anticapitaliste, mais je veux pas avoir toute la merde qu'il y a. Enfin, je veux pas avoir les mains dans la merde, quoi. Bah si, il va falloir avoir les mains dans la merde, en fait. Tu vas pas être anticapitaliste, tu vas pas faire une révolution bourgeoise et avoir une révolution bourgeoise, une révolution menée par une révolution communiste et en même temps avoir passé à côté de enfin, tu vas pas avoir comment les gains de la rente impérialiste comme ça exactement quand tu n'auras pas, je sais pas, des plateformes Uber qui vont fonctionner comme ça impérialiste parce qu'en fait, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu dois repenser la société et tu dois penser les obstacles qui vont être mis de l'extérieur et ce dont j'ai pas parlé, aussi de l'intérieur, parce que repenser une nouvelle société, penser une nouvelle société, bah, ça demande de repenser notre propre rapport à plein de choses qu'on a en ce moment sous le capitalisme aussi. Et en France, par l'impérialisme. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je pense que étudier la Chine, l'Union soviétique, le Vietnam, tout ce qui a eu de révolution, pour fixer sur ces points-là, sur les points qui vont nous poser problème, non seulement pour faire la révolution, mais aussi pour surmonter tout ça, bah c'est vital, quoi. C'est pas en disant, ouais, non, ils ont été autoritaires, ils ont été méchants, ils ont été violents, ils ont été. Ils- c'est pas comment c'était pas le vrai communisme parce que ça c'est vraiment de la merde comme opposition d'ailleurs de répondre ça qu'on va y arriver. Non, moi j'assume, non, effectivement, non. Si on prend le pouvoir un jour avec un vrai mouvement communiste, il est fort possible qu'on en chie puissamment. Parce qu'en plus, et je finirai là-dessus, en plus, si on est dans une position, dans un cadre en France où on peut gagner avec une révolution communiste, bah, ça voudra dire aussi que les conditions de vie dans lesquelles on sera enfin, moi, je pense que ça va être ça. C'est que l'avancement de la bourgeoisie, de la violence de la bourgeoisie sera devenu tellement insupportable qu'il n'y aura plus que notre solution qui sera envisageable. Et à ce moment-là, ça voudra dire que on aura tout à reconstruire en plus. La plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, on a plus. Je veux dire, quand les communistes gagnent, il y a tout à reconstruire. Il y a presque plus d'industrie puissante. Il y a plus rien.
La bourgeoisie ne sait même plus rien produire, ne sait plus rien faire. En plus, dans le cadre d'un pays impérialiste comme le nôtre, la plupart de cette production, elle est délocalisée, elle est ailleurs. Donc en plus, il va falloir. Enfin, il y aura. C'est délirant de penser qu'on va passer à côté de ces questions-là, quoi, et de mettre les mains dans la merde. Enfin, je suis désolé. Bon, bref, voilà, je vais m'arrêter là avant de me répéter un milliard de fois over and over, comme on dit. Non, mais je suis globalement, enfin, je suis globalement d'accord. C'est que je suis même totalement, je suis même totalement d'accord. J'ai, en vérité, pas grand chose à rajouter sur ce que t'as dit sur les tâches et sur la complexité et sur la complexité que ça va avoir et que ça va mener d'hypothétiquement penser à une révolution, comment est-ce qu'elle va se dérouler, la manière dont dont on veut qu'elle émerge et qu'elle se, comment dire, et qu'elle se manifeste. Et je pense que oui, en fait, le problème, c'est que l'autophobie, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, en fait, ça va être un frein parce que va y avoir le côté, on veut faire mieux. Si on part pas sur des bases solides et on préfère se dire que tout ce qui s'est passé avant, en fin de compte, c'était juste n'importe quoi ou une erreur ou quoi que ce soit, on n'arrive plus comment dire, à penser les choses historiquement, dialectiquement, à pouvoir les recentrer, à se dire voilà, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a à rejeter, qu'est-ce qu'on peut prendre. Et je pense tant qu'on sera là-dedans, en fait, on sera toujours dans la quête de, j'ai pas envie de dire une quête d'un espèce d'Éden perdu, parce que c'est pas comme si nous on l'avait connu, tu vois, genre on n'a pas connu les pays de démocratie populaire ou l'URSS, etc., tu vois. Mais j'ai quand même l'impression que, tu vois, quand on parle d'autophobie, etc., je lisais là, il y a un bouquin qui est sorti, il y a un bouquin qui est sorti sur des entretiens qu'un journaliste japonais a eu avec Miyazaki, Hayao Miyazaki, et, et il l'interroge sur Porco Rosso. C'est intéressant, il parle et tout machin, et puis Miyazaki rigole un peu en disant que voilà, lui, ça a toujours été il s'est toujours revendiqué socialiste, mais voilà, ça a toujours été un hétérodoxe et tout machin. Et ça me fait penser à ça parce que on est je sais plus quand il l'interroge, c'est l'Union soviétique vient de tomber, on doit être en 92, je crois, ou 93, quelque chose comme ça. J'ai un doute sur le quand est-ce que Porco Rosso, je crois que c'est 92 Porco Rosso. Donc voilà, on est vraiment peu de temps après 2 ans après, enfin même pas un an quasiment après la chute enfin la fin de l'Union soviétique. Et il lui dit et tout machin, qu'est-ce que vous pensez de la politique? Enfin, il fait tout un développement. Et c'est intéressant parce que Miyazaki, il explique, il dit en gros, voilà, moi je pense que le socialisme scientifique ça marche pas, ça a échoué, machin bidule. Donc en fait, il faut revenir au socialisme utopique, il faut revenir à la Commune de Paris. Et en fait, il explique que c'est pour ça en fait que dans le film, il prend le temps des cerises. Et il dit voilà, pour moi c'est l'idéal, il faut qu'on revienne à ça, il faut qu'on revienne à ces idées-là, à ces idées pré-socialisme scientifique, un peu utopiste, machin bidule, nanani, nanana, tu vois. Et la peur que j'ai vis-à-vis de l'autophobie, c'est que justement on aille là-dedans en fait, on se dise ouais tout ce qui s'est passé et tout machin c'est nul, donc en fait plutôt que de faire un bilan, de faire un truc et de se dire qu'est-ce qu'on prend et vers où on va, on revient vers des formes antérieures d'espèces de proto-communisme, tu vois, communautaire, etc. On va faire des phalanstères, on va refaire des trucs, on va faire du socialisme utopique, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une espèce de mirage lointain. Ça, on sait que ça n'a pas fonctionné, mais au moins, il n'y a pas eu de goulag. Donc, ça vaut le coup de tenter de le refaire, tu vois. Et là, je pense que cette vision-là, de revenir au socialisme, de revenir à ce socialisme utopique-là, elle est, à mon avis, elle nous désarme plus qu'elle nous permet d'avancer. Parce qu'elle nous tire elle nous tire en arrière politiquement et idéologiquement. Elle fait revenir finalement le mouvement communiste et comment dire la conscience de classe du prolétariat 2 siècles en arrière avant la fondation des syndicats, du mouvement ouvrier, etc., quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue pas mal, quoi. L'autophobie fait aussi que ben voilà, on cherche des solutions
à des problèmes, on cherche des solutions à des problèmes qui sont concrets, mais on les cherche dans des formes, tu vois, dans des formes qui auraient pas été entachées, tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure, de ce qu'on disait, tu vois, du fait de, bah, pas entaché par la boue, le sang et les perspectives que ça peut mener quoi. Bah oui, oui, c'est clair. Moi, c'est ce que je disais par romantisme, hein, parce que je connaissais pas, hein, cette interview de Miyazaki. J'aime beaucoup ces films, hein, au Mais passage, pareil. mais ouais, oui, c'est clair. Hein, Et ça, c'est un discours que j'ai entendu souvent. Moi, je me souviens une fois, j'étais au bar, j'étais avec un, et ouais, il y a un mec qui disait, enfin, j'étais au bar, je parlais avec un mec, ça, oui, et qui disait pareil, en gros, hein, qui dit, en substance, il dit, ouais, toutes les expériences socialistes sont foirées. Ah, si, on pouvait, alors je sais, il faisait, oui, sauf excepté il parlait de communes en Suisse, alors, je crois que c'était du 19e siècle. C'est vraiment, j'ai pas du tout la ref, je saurais même pas te la retrouver, mais il parlait d'un truc en Suisse qui aurait existé et qui était un peu de cette truc un peu autonome, autogéré et tout ça. Bon, voilà, c'est le même délire, quoi. Ouais, c'est. Mais en plus, tu sais, tu disais, ouais, c'est pas un paradis perdu ou une Éden perdue. Mais en fait, ça, c'est l'Éden perdu, c'est souvent le fantasme de certains jeunes, on va dire, qui vont se dire marxisme-lénisme gênant dont on parlait, qui vont être acritiques, mais de l'autre côté, quoi. Ou, je sais pas, aujourd'hui, ce qu'on va appeler les denguistes qui vont être dans un fantasme de la Chine, pour mettre une croquette à tout le monde, ou les rojavistes qui se sont se paluchent encore sur le Rojava, même si, alors que c'est fini, bon, vas-y, c'est une autre question. Ça, au moins, ils se paluchent sur des trucs qui existent, mais dans ces cas, mais dans ces discours-là, en fait, on se paluche même pas on fantasme même pas un truc qui existe, on fantasme un truc qui pourrait exister, quoi. Et c'est encore pire, je trouve. C'est là, c'est en mode, c'est le mouvement, on va dire, impossibiliste, qui a presque, je sais pas, il y a un côté un peu chrétien là-dedans, en mode, il y a, genre en mode, on pourrait faire le socialisme, mais l'homme, il est mauvais en soi, enfin, et, euh, que dès qu'il essaye de faire autre chose, et ben, dès qu'il essaye de faire le socialisme, il y a la bête immonde qui vient le corrompre, quoi. Enfin, ça tourne à des trucs comme ça, des fois, tu te dis, ah ouais, on est à un point toute biais de construction, d'analyse, enfin, non, elle est balayée et juste on veut rester dans enfin, le maximum qui est possible avec ces pensées-là, c'est des petites communautés un peu autogérées, du coup, enfin, qui mettent en danger personne d'autre que personne, en fait. Enfin, je suis désolé, hein, je comprends qu'on puisse y croire, ou qu'on puisse vouloir, qu'on veuille échapper à la violence, à la violence de la société capitaliste, hein, par ce genre de moyens. Mais bah, je le comprends, j'ai rencontré plein de gens comme ça, hein, parce que ça, c'est un truc, j'en ai entendu parler 1000 fois dans les milieux un peu d'extrême gauche, en mode, ouais, on va faire notre village autogéré, blablabla, on va faire un lieu autogéré, on va faire un écolieu, c'est cela. Bon, c'est cool, hein, faites-vous kiffer, mais c'est pas révolutionnaire, tu ne vas libérer personne. Et en fait, c'est vraiment issu de cette vision dont tu parles, cette vision romantique et utopiste dont tu parles. Et autant moi, je m'en fous que tu fasses ton village autogéré, enfin ton village. Souvent, bref, c'est beaucoup moins que ça, hein, mais la plupart du temps, c'est beaucoup moins que ça en réalité. Ton lieu autogéré, mais vas-y, fais-le, mais tu libéreras personne, hein. Tu vas libérer toi et tes potes au mieux, hein. Et encore. Et encore, en réalité, est-ce que tu vas vraiment le libérer? Est-ce que la seconde où et en plus, je veux dire, s'ils avaient une seule potentialité de devenir un peu dangereux ou de faire chier un peu l'État, l'État capitaliste, ah, une après-midi et c'est réglé, hein. Je veux bien que les finances publiques, qu'il y ait de moins en moins même de flics et tout ça, mais t'inquiète, envoyer l'armée, ça va, ils peuvent le faire, quoi, tu vois. Ça prend une après-midi et c'est terminé, quoi. Donc, c'est bien gentil, mais enfin, ce que je critique, c'est pas tant ça que la vision qui est sous-jacente, quoi. Et c'est triste. Et en plus, ce que je voulais rajouter en t'écoutant parler, c'est que, enfin, il y a un côté, on rejette tout, on dit c'est de la merde unilatéralement, notamment en reprenant le narratif dont on parlait, le narratif
omniprésent, enfin, le narratif dominant. Mais en plus, il y a un côté très prétentieux à ça. Enfin, je suis désolé, mais je veux dire, je vais le dire méchamment, mais parce que c'est pas un truc qui existe vraiment dans le sud global, et je dis pas ça comme un argument d'autorité, mais je dis ça plutôt dans le sens où c'est un argument qui est dit par des gauchistes dans des pays qui bénéficient d'un certain confort par la rente impérialiste. Et ça, c'est dans ce sens-là que je le dis. Mais je dis, ouais, t'es un petit gauchiste occidental qui a des vrais problèmes, je dis pas, mais qui est dans un confort absolu, pas absolu justement, mais qui a un confort relatif, au contraire, relatif, et qui juste bah, des problèmes avec, voilà, je sais pas, qui peut avoir des problèmes de logement, qui doit éventuellement, je sais pas, dépendre de la solidarité de tes potes et tout ça, ou qui a éventuellement des parents, mais qui a quand même, et qui subit un peu de la violence capitaliste, ou voire peut-être beaucoup, mais quand même dans un cadre où il y a une certaine sécurité, et tu vas et t'as pas de nécessité en fait réelle, profonde, de changement profond. Et juger, toi, de cette manière, tu vas les rejeter, mais de manière unilatérale, des gens qui ont fait une révolution et qui l'ont fait dans des conditions horribles, dans des conditions où ils pouvaient crever à tout moment, où ils ont été exilés parfois, qui souvent ont vu enfin, dans le cas de Mao, qui a eu, qui a eu sa femme, sa première femme ou sa deuxième femme, je sais plus, qui a été tuée par l'ennemi, et qui parfois ont dû faire même des alliances avec l'ennemi qui a tué sa femme. Bon, bref, dans le cas de Mao, c'est une horreur, quoi. Qui a pris sur lui, qui ont pris sur eux la charge de la construction de quelque chose de différent dans des. En fait, il y a un côté très prétentieux de dire c'est des grosses merdes. Bah, je sais pas, à la rigueur, ne les aime pas, mais sont un petit peu dignes en fait. Hein, oublie pas ta place. Oublie pas qui t'es dans la hiérarchie de l'impérialisme mondial au bout d'un moment. Et parce qu'en plus, c'est beaucoup des gens qui parfois alors c'est beaucoup les trotskistes, mais même les anards, ils vont être capables de cracher sur des leaders politiques actuels ou plus récents, genre Sankara ou dans le tiers-monde ou dans le sud global, dans les pays sous domination impérialiste, parce ils vont avoir des principes et des pratiques, on va dire, plus strictes en termes de discipline, ou qui vont tout simplement ne pas rejeter Staline ou des choses comme ça, en mode ouais, vous regardez, c'est des autoritaires, blablabla, tout en étant dans des pays qui profitent littéralement de la rente impérialiste, donc du pillage des pays dont les leaders révolutionnaires proviennent. Bah moi, je trouve qu'il y a une sorte d'indignité profonde à avoir cette démarche-là. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas critiquer au hasard Sankara ou d'autres leaders, mais, il faut le faire avec une manière qui soit pas indécente, quoi. Et il y a cette forme de prétention et d'indécence chez certains de ces gauchistes en pays impérialistes qui, moi, me hérissent le poil et qui est très lié à cette autophobie d'une certaine manière, qui est très lié à ce rejet de son propre héritage. Parce qu'au fait, l'autophobie, un truc qu'on n'a pas dit, et j'aimerais quand même le dire, c'est l'autophobie. Il faut, d'une certaine manière, faut avoir aussi les moyens de l'autophobie. Il faut l'avoir. Et d'une certaine manière, moi, je sais pas, moi, les Naxalites en Inde, ils n'ont pas les moyens de l'autophobie. Les communistes philippins, ils n'ont pas les moyens de l'autophobie. Tous les communistes dans le sud global, ils n'ont pas les moyens de l'autophobie. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'en trouves presque pas en réalité dans ces pays. Parce qu'en fait, en fait, tu vas leur dire quoi? Tu vas dire, ouais, l'Union soviétique avait les goulags. Je suis dès là en mode, ouais, allez, on n'a rien à branler, quoi, en fait. Tu vois, genre, vas-y, donne-moi un goulag, moi j'aurais un peu plus à bouffer, quoi. Tu vois, c'est ça la réalité dans ces pays-là, quoi. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je suis globalement d'accord sur le fait que, pour sortir la tête de l'eau, il va falloir faire autre chose que simplement faire le dos rond et juste faire comme si toute cette histoire nous appartenait pas, ou qu'elle nous était étrangère, ou qu'on pioche chez nos ennemis
Ce qui nous intéresse est penser pouvoir bâtir une politique, pouvoir, pouvoir penser bâtir une politique révolutionnaire un peu hors de tout ça, quoi. Voilà. Eh ben, je pense que c'est une belle conclusion. Je- D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression de m'être un peu répété sur plein de choses hein, dans ce podcast, mais en même temps, je voyais pas trop comment faire autrement, quoi. En fait, c'est tellement omniprésent, mais faut pouvoir avoir un certain confort pour être autophobe, d'une certaine manière. Et ben, je pense qu'on peut clore. On peut clore là-dessus et comme d'habitude, comme à chaque fois, partager, liker, laisser des commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que faut qu'on fasse plus d'autophobie pour gagner, n'hésitez pas à le dire. On mettra en lien les quelques ouvrages dont j'ai parlé, dont on a parlé, quelques sources là-dessus. Et voilà, comme d'habitude, suivez-nous sur Twitter, sur machin, partagez, Mettez la cloche. mettez la cloche, voilà, voilà. Et du coup, on se dit à une prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, on avait dit qu'on ferait quelque chose sur la Syrie. Mais après, enfin, faudra voir parce que ça bouge tout le temps la Syrie en ce moment. Ouais. Et peut-être faire un retour et réfléchir ensemble. Peut-être relire quelques trucs aussi parce que c'est quand même un sujet où je pense il faut pas qu'on soit trop léger non plus parce que c'est un sujet très caricaturé à gauche et c'est Ouais. bien dommage. Mais Bah, on réinvitera notre précédent intervenant. invité du coup, C'est ça. quand El-Bashahi. Oui. Et voilà. Voilà. Et ben voilà. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt.